Bonjour Georges, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Pedro. Bon, Bonjour à tous. je vois qu'il y a déjà plein de messages, heu et donc Vous on allez bien? nous dit J'espère que que tout le monde va Juan bien. Branco a découvert comment débloquer le chemin vers le pouvoir. Je serais curieux quand même. Ah, et Hypati qui nous écrit ça. Ce matin sur Toxin, Juan Branco expose sa stratégie de prise de pouvoir. Vous parlez avec lui et Alexis Poulain qui, lui aussi, a une stratégie. Ah ben on va leur parler. De toute façon, on parle tout le temps avec Alexis Poulain. Donc, Le problème, c'est que je suis pas sûr, tu sais, tu vois la petite fenêtre là où il y a marqué, Georges Renard Kuzmanovic? Avec tous les titres de Juan Branco, si on l'invite, je crois que ça rentre pas. Parce que je crois que c'est maître docteur Juan Branco PhD, docteur PhD, tu vois? Je crois. Mais je me trompe peut-être dans l'ordre des PhD et des docteurs. D'ailleurs, c'est juste une petite incise, mais je trouve très cocasse quelqu'un qui veut faire, disparaître la profession d'avocat, qui quand même force tous les journalistes à mettre maître devant son nom. Bon, il y a un côté, je pense que son ego a un peu travaillé. Mais aujourd'hui, on va parler, on va commencer sur un premier sujet. En particulier, on parle beaucoup de la France, de notre et vision, de je souhaiterais dire que heureusement qu'on commence pas par un deuxième sujet. Ce serait ballot pour commencer. J'aime bien c'est pas taquiner faux, Pedro un petit peu le matin. Hein. c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, plus alors il y en a qui marquent n'importe quoi, je vais me concentrer. Vraiment, cette histoire d'oreille, je vous jure, l'autre jour, j'ai été tourné parce que, à chaque vidéo, ils en parlent, tu vois? Mes oreilles bleues. C'est les cornes du diable des BRICS et c'est pour ça justement, ça va nous lancer. Donc aujourd'hui, on a une vision du monde et je vous passe, qui est partagée. On a l'Occident qui a sa vision, donc vision que vous mangez tous les jours, et il y a une autre vision et je vais vous montrer un premier clip de ce que le reste du monde, lui, il voit et ce que vous, vous ne verrez pas dans vos médias. Et donc c'est une communication officielle, donc qu'on a doublé avec, notre super outil maintenant d'intelligence artificielle de doublage, qui nous permet justement de produire certaines vidéos en anglais comme celle qui est publiée ce matin avec Arnaud Bertrand. Alors je lance ce clip, vous allez voir. Volonté à semer, persévérance à récolter, paix à sauver, collaborer à développer. En 2025, les BRICS Brésil réuniront les plus grandes puissances des pays du Sud pour discuter des voies à suivre pour l'avenir. Grâce à une coopération globale qui ne laisse personne de côté, faciliter le commerce et l'investissement, stimuler les partenariats pour lutter contre le changement climatique, discuter des nouvelles technologies et développer une intelligence artificielle sécurisée et plurielle. Partage d'expériences et collaboration avec les systèmes de santé qui protègent les personnes. Faire entendre la voix des pays en développement, montrant au monde qu'il est possible de construire une planète plus juste, plus pacifique et surtout plus humaine. Comme les racines dans Samoma, plante sacrée, arbre de vie. BRICS Brasil soutiendra la construction d'un monde plus inclusif et durable. Alors on a eu un tout petit souci avec la musique qui dans le doublage a sauté, parce que comme je l'ai fait très rapidement ce matin effectivement, mais ce qui est pas le cas sur les autres clips, mais surtout pas de réarmement, pas de construction d'armées gigantesques, pas de péril rouge. Je sais pas, ça change quand même, tu trouves pas, Georges? C'est-à-dire que tu as l'impression et pourtant,
Il y a Poutine, il y a Xi Jinping, il y a tous les démons montrés par l'Occident et ils parlent de paix, de coopération, d'en finir avec la pauvreté. C'est quand même un peu bizarre, tu vois? Je vais finir par croire que c'est pas eux qui sont du mauvais côté, mais nous. Alors, il y a Marie-Laure qui nous dit qu'elle parle comme un robot, mais avez-vous noté? Un robot québécois, hein, parce que Oui, c'est oui, j'ai clair. remarqué ça tout à l'heure, mais j'avais pas eu le temps de corriger. Ouais, c'est très bien l'accent québécois, nous on est pour. Hein, puis si, je rappelle que si Donald Trump veut envahir le Canada, nous on est pour une union avec le Québec, qui se souvient, c'est la devise du Québec, je me souviens. Nous aussi on se souvient, et comme on parle tous français, avec des accents différents, charmants, eh ben ça sera l'occasion de se réunifier. On aurait une puissance transatlantique francophone. C'est pas chouette ça? Bon, mais effectivement, Pedro, c'est très intéressant ce que Pedro nous a montré. Alors c'est dommage, on a un petit peu de lag sur le son, mais peu importe, vous avez vu, C'est la certes, communication officielle, hein, c'est sur le site oui, oui, officiel des BRICS. C'est vraiment une communication officielle, ça. certes, c'est de la publicité, mais il faut vraiment bien comprendre quelque chose. Parce que moi, et Pedro partiellement, on fait un effort colossal. C'est on lit et on regarde, ce qui se dit ailleurs. En Inde, en Russie, au Brésil, en Afrique du Sud, au Bénin, au Sénégal, en Indonésie, en Malaisie, au Chili, au Japon. Ben, vous savez quoi? Pour le reste du monde, la guerre en Ukraine, c'est un problème européen. Ça les intéresse pas beaucoup. Tendanciellement, ils donnent le point à la Russie, parce qu'ils se disent, bon, c'est un truc des néoconservateurs américains, l'analyse qu'on fait, hein, elle est faite là encore récemment par le ministre des Affaires étrangères de Singapour, qui n'est pas spécialement pro-russe, comme vous le savez, compte tenu de ce qu'est Singapour. Et il dit, c'est un problème européen, il faut qu'il le règle, ça perturbe le commerce mondial. Nous, on a d'autres problèmes. Notre problème, c'est pas de faire la guerre, c'est de développer nos zones qui ne sont pas développées en Inde, en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, en Afrique. Sortir encore plus de la pauvreté des gens. Leur modèle, c'est la Chine. Ah oui, c'est ce que nous apprend Jeffrey Sachs, qui est en charge de la sortie de la pauvreté, enfin un des responsables de la sortie de la pauvreté au niveau de l'ONU. On n'aime pas la Chine, ils ont fait un truc incroyable, jamais vu dans l'histoire de l'humanité. En 20 ans, ils ont sorti 800 millions de personnes de la pauvreté. Et ça intéresse les Africains. Et là aussi, on a une autre, je voulais faire une autre remarque par rapport à ce que nous a montré Pedro, qui est tout à fait étonnant. C'est que on n'arrête pas de critiquer ici. Oh mon Dieu, la Chine investit en Afrique, ils prennent tout, ils nous prennent tout, ils prennent tout. Puis les Russes aussi, puis les Indiens. Bon, on ne sait pas trop ici, mais les Indiens ont des coopérations très très fortes, historiques, avec toute l'Afrique de l'Est, qui est long de l'Afrique du Sud jusqu'à Djibouti, qui est le long de enfin, qui est le long de l'océan Indien. Bon. Des fortes coopérations euh, culturelles, économiques, scientifiques. Eh ben, c'est ça la solution. Pour ceux qui, pour les questions d'immigration, parce que c'est un problème, l'immigration massive. Et comme le disaient certains à une époque, le truc, c'est d'arrêter les flux. Mais arrêter les flux, c'est arrêter ce que les gens cherchent ailleurs, une vie bonne, et c'est d'avoir une vie bonne. Et en fait, on devrait être content, puisque nous, on n'y arrive pas. On n'a pas réussi, en 30-40 ans, à faire des gros développements d'infrastructures, mais tant mieux que d'autres le fassent. Les Chinois développent, ou les Indiens, ou les Brésiliens, des infrastructures dans les pays où il y a de la pauvreté, pour que ça s'améliore, qu'il y ait des routes, des ponts, des ports, des trains, du travail, de la croissance, du développement culturel, économique, scientifique. Et ben les gens resteront chez eux, parce que soyez-en assurés, un Béninois ou un Camerounais ou un Philippin n'a pas spécialement envie d'aller vivre en Occident. Il aime bien chez lui. Voilà. Et donc, le monde est en train de bouger à très très grande vitesse. Si on regarde ce qui se passe en Chine, en Inde, au Brésil, et même en Russie, en guerre, en termes de construction, de développement d'infrastructures, on est dans une révolution dont l'Europe est hors jeu. Mmh. Et hors jeu parce qu'on s'occupe de conneries. Alors maintenant, on a une économie en difficulté. On a une situation géopolitique mauvaise. On a des dettes, je parle de l'ensemble de l'Europe, hein, et évidemment, la France, c'est pire, on en parle tout le temps, le problème de la désindustrialisation. Et là-dessus, on va emprunter 800 milliards
pour acheter des armes qui vont rouiller, parce qu'il n'y aura jamais de guerre avec la Russie. On ne peut pas, à cause, vous savez, hein, des bombes nucléaires, on ne peut pas se faire la guerre avec la Russie. C'est de la folie. C'est de la folie. On va faire une petite vidéo spéciale de ligne de front sur la dernière discussion qu'a eu Jimmy Carter avec Donald Trump. Jimmy Carter, c'est le président, et ça rejoint totalement ce que nous a montré Pedro. Jimmy Carter, c'est le président démocrate qui était juste avant Reagan, qui a perdu, et qui est considéré comme un chouette président, pacifiste, de gauche, sympa. Et il a eu une discussion avec Donald Trump, et il a dit à Donald Trump, mais vous savez pourquoi est-ce que la Chine a progressé aussi vite? Pourquoi ils ont sorti 800 millions de personnes de la pauvreté? Pourquoi est-ce qu'ils ont construit tellement de villes qui sont en avance? Ils n'ont aucun déraillement, ils ont un réseau ferré à grande vitesse ahurissant, et ils se développent très 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 vite, et dans plusieurs domaines, ils nous battent technologiquement. Il dit, vous savez pourquoi, Donald? Parce que depuis 70 ans, ils ont mis $0 dans la guerre. Zéro. Bien sûr, une fois qu'ils se sont développés économiquement, ils se construisent une armée, des porte-avions, mais c'est venu après. Mais surtout, il n'y a pas de dépenses de guerre. Les Chinois ont une base dans le monde, une petite base navale à Djibouti. Les Américains en ont 800. 1 million de bonhommes qui courent la planète avec leurs militaires qu'il faut faire venir, revenir, verser des pensions. Des guerres partout qui finissent en catastrophe les unes après les autres. Et là, on a ce paradoxe délirant en Europe. C'est-à-dire que Donald Trump, on aime, on n'aime pas, quelque part, lui, il a envie de suivre ce chemin qu'indique Jimmy Carter. On arrête d'investir dans la guerre, on investit chez soi, parce qu'on a 110 millions de pauvres, on a 110 millions de personnes qui n'arrivent pas à se soigner, qui ont besoin de coupons pour faire des courses au supermarché. On a des infrastructures qui pourrissent sur pied. Stop ces conneries de guerre, stop tout ça, on règle d'une manière ou d'une autre cette affaire qui nous est secondaire, je parle des Américains, l'Ukraine, et on arrête d'intervenir je ne sais où, on développe les États-Unis. Mais c'est ça la position normale. Mais d'ailleurs, Le truc qu'on a, nous, c'est non, ce sont des nazis, il faut aller en guerre. Et le reste du monde, comme le monde Pedro, nous regarde avec ahurissement. c'est surtout, il faut comprendre une chose, les BRICS, au-delà des sommets, c'est des centaines, de réunions, même des milliers de réunions où tous ces pays avec des cultures différentes, des objectifs géopolitiques différents, se mettent d'accord sur certains points. Et justement, j'ai 2 autres séquences, en particulier une sur la santé, qui pour moi, quand je l'ai vue, je me dis: «Mais à quel moment, nous, on a perdu ça de vue?» Et je vais vous la montrer. Parce que c'est pour moi éloquent. C'est-à-dire qu'ils sont en train de on va dire, d'amener le monde vers une civilisation plus avancée, là où nous, on stagne et on veut aller vers la guerre et se battre et cetera. Donc je vais vous montrer cette séquence sur la santé. L'intelligence artificielle est un sujet très important. En d'autres termes, c'est un sujet qui touche aujourd'hui positivement ou potentiellement de manière négative pour tout le monde. Je suis Mauricio Lirio. L'une des priorités du Brésil au sein des BRICS sera d'approfondir la coopération dans le domaine de la santé. Je suis Un instant, il y a eu un petit bug. Je me suis Alors, planté. pendant le bug, Pedro nous montre des choses du Brésil, non pas seulement parce qu'il est aussi d'origine brésilienne, mais parce que le Brésil préside les BRICS cette année depuis 15 ans et jusqu'à octobre-novembre prochain. Et que c'est Madame Dilma Rousseff qui est présidente de la Banque de développement des BRICS, qui se trouve à Shanghai, et qui offre des propositions de prêts et de développement, en particulier liés aux pays les plus pauvres en Afrique, beaucoup plus intéressant que ce que n'a fait le Fonds monétaire international jusqu'à maintenant. Voilà, je peux vous montrer la séquence. Je suis désolé, en fait, les 2 séquences se sont chevauchées. Donc voilà, je montre maintenant la bonne séquence. L'une des priorités du Brésil au sein des BRICS sera d'approfondir la coopération dans le domaine de la santé. Je suis Mauricio Lirio, je suis diplomate de carrière, ambassadeur. J'ai été invité à prendre la relève en tant que Sherpa. Comme il existe également une grande convergence en ce qui concerne les priorités que le Brésil est en train de définir, notamment parce qu'il s'agit de ce secteur d'activité, il existe une affinité naturelle dans l'identification des problèmes. Par exemple, je parlais de coopération et de santé qui constituent une priorité brésilienne. Maladies négligées des régions tropicales, dengue, chikungunya, paludisme, Zika, lèpre. Toutes ces maladies ont une incidence plus élevée dans les pays en développement, qui sont les principaux pays des BRICS. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a toujours consacré plus de ressources et c'est normal,
car les laboratoires sont issus de pays riches, à des maladies plus typiques des pays riches. Alors pourquoi n'avez-vous pas l'œil des pays en développement pour vous dire, écoutez, nous devons établir un partenariat précisément pour combattre les maladies qui sévissent dans les pays en développement? Le Brésil est une puissance dans la production de vaccins, la Chine est une puissance, l'Inde est une grande puissance, la Russie est une grande puissance. Profitez ensuite de ce potentiel, précisément dans la production de vaccins, de médicaments et de traitements, afin que l'on se consacre davantage précisément aux maladies tropicales négligées et aux maladies, comme nous les appelons, qui sont déterminées par la société et qui découlent beaucoup plus de la pauvreté que d'autres raisons. Par exemple, des infections beaucoup plus fréquentes. Ce type de maladie devient alors une priorité pour les BRICS. Alors, ce qu'on comprend, c'est que les BRICS vont régler des maladies dont nous, pays riches, on en a rien à foutre. Et donc, ce qu'ils appellent les maladies tropicales négligées, c'est-à-dire que les maladies des pauvres. Et donc, le propos, c'est que vu que les labos pharmaceutiques sont dans les pays riches, bah, ils s'occupent des maladies des pays riches et donc ils ont négligé. Donc, on va avoir combien? 5 milliards de personnes qui vont, dont ces pays-là vont trouver une solution à leur pathologie, à leur maladie. Et nous, Occident, bah, on n'aura rien fait, alors qu'on aurait pu. Je sais pas ce que ça t'inspire toi, mais à un moment, Bah, c'est la continuation de ce qu'on disait juste avant. Il y a une remarque amusante, Maison il nous écrit: «Au moins les Indiens n'auront pas renommé leur océan». Pas faux, c'est très drôle. Heu, oui, ça on peut les occidentaux qui regrettent que la France, la Grande-Bretagne, que sais-je, perdent des parts de marché, hein, c'est un peu bizarre comme terme, en Afrique, ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Voilà, c'est pas Wagner qui a fait ça, c'est pas je ne sais quelle, 5e colonne chinoise, heu, c'est, d'abord l'incapacité à dévelop à contribuer au co-développement de ces pays. Pourtant, on l'avait fait à l'époque coloniale. C'est ça qui est complètement absurde. Pendant qu'il y avait des colonies, il y avait quand même un développement ferroviaire, portuaire, heu, qui était intéressant et c'est plus le cas. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, ça a été du néocolonialisme, ça a été, ça a été je voyais ce que tu avais mis en exergue Pedro, c'est très intéressant. Heu heu, ça a été de la si tu peux le remettre, ça serait juste 2 secondes Pedro, ça serait super. de quoi? Ce Heu, commentaire? ouais, ce commentaire. Heu Oui, donc je me suis perdu dans mon fil. Bref, en tout cas, il y a un développement et ils prennent en charge des maladies qui n'ont pas été prises en charge par, l'Occident. Et je voudrais vous parler, rapidement de quelqu'un qui s'appelle Gunther Holzmann. Gunther Holzmann est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui a contribué d'ailleurs à ce que mes parents, vivent mieux le troisième âge, comme on dit. Pourquoi? Parce que les gens, qui, vieillissent, mais pas que, ont des problèmes d'arthrite, d'arthrose. Si les articulations deviennent douloureuses, on ne peut plus plier, ça peut devenir très, 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 très douloureux et très handicapant, dans les cas extrêmes. Et quand vous commencez à avoir ça, eh bien, vous êtes, pris, dans un cycle de dépendance comme un drogué aux antidouleurs, et vous consommez des antidouleurs. Or Gunther Holzmann, c'est un chimiste, de la communauté juive d'Allemagne, qui, a comme fait d'armes d'avoir, giflé Goebbels en 1933, puis après il est parti vite, vite. Il est allé, heureusement pour lui, il est allé, vivre en Amérique latine. D'abord au Pérou, où en tant que chimiste, il a travaillé dans les mines et puis plus tard, il s'est installé en Bolivie, à Veracruz et il s'est rendu compte là-bas que les Indiens, les Indiens de l'Amazonie, puisque l'Amazonie est arrivée jusqu'à Veracruz, il n'y a pas si longtemps que ça, n'avaient pas d'arthrose. Et quand ils commençaient à avoir mal, ils partaient, soit tout seuls, soit en couple dans la forêt, puis ils revenaient, et puis quelques semaines après, il n'y en avait plus. Il fait une enquête et il découvre que ce sont des fourmis. D'ailleurs, il a inspiré le personnage de Medicine Man aussi, qui est joué par Sean Connery dans le film Medicine Man. Et il découvre que c'est des petites fourmis bizarres. Bon. Et il synthétise et découvre que c'est l'acide formique des fourmis. Et donc, il synthétise ça, il crée un laboratoire et il produit un médicament qui s'appelle l'EPT. Voilà, EPT.
l'université de médecine de Yale dit: «C'est génial, ça soigne, dans 80 toutes les maladies d'arthrose et dans un cas sur 3, la sclérose en plaques». L'université de médecine de Tokyo valide ces travaux. Vous avez en ligne, vous pouvez trouver en ligne les brevets américains à la Drug and Food Administration. Et puis là, patatras, jamais développé, jamais vendu, jamais commercialisé. Pourquoi? Parce que ça nuisait aux bénéfices des big pharma américains. Il raconte ça, et allemands. Il raconte ça dans un très beau livre qui s'appelle J'ai survécu quelque part au-delà des mers. Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait fortune là-bas, et il a légué la plus grande partie de sa fortune au monde diplomatique. C'est pour ça que le monde diplomatique est indépendant depuis. C'est lui qui est le fondateur de l'association Les Amis du monde diplomatique. Voilà, c'était pour la petite histoire. Et ben un jour, il est allé, alors qu'il essayait avec la validation des grandes universités occidentales et japonaises, il va voir un de ses anciens amis chimistes de la fac de chimie où il était en Allemagne quand il était jeune. Or, cet ami, également, pour le coup de la communauté juive, a lui aussi réussi à survivre, mais en restant en Allemagne. Il n'est pas mort dans les camps, fort heureusement. Et lui, il est devenu patron de Bayer, enfin PDG de Bayer. Et le PDG de Bayer, eh bien, lui a expliqué que c'est génial cette découverte, mais lui, il avait aussi un rôle envers les actionnaires et que son médicament soigne les gens en 3 injections sur un mois, alors que lui, il vend des antidouleurs pendant des années, voire des dizaines d'années, à des patients qui sont comme des drogués face à leur dealer. C'est un petit exemple, et que je connais très bien puisque je l'ai étudié de près, d'un cas de médecine qui était développé, par exemple en Amérique latine. Il y a aussi un traitement contre le cancer du sein pour les femmes qu'on n'a pas eu pendant 10 ans en France parce que c'était Cuba qui l'avait fait. On ne l'a pas eu en Europe parce que c'était blocage américain. Et bien ça, c'est en train de craquer. Et ils se développent. Ils développent leur traitement contre les maladies qu'ils ont, hein, c'est ce que dit le reportage que tu as montré. Il dit bon, bah, c'est des maladies pas occidentales, donc les Occidentaux s'en fichent, mais nous, on va prendre en charge. Et donc, tout cet avantage comparatif qu'avait l'Occident et que nos dirigeants croient toujours avoir. C'est ça qui est sidérant. Ils croient toujours l'avoir alors que c'est fini. Les centres de recherche et de développement de médicaux sont au moins à égalité, sinon nous dépassent déjà dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil. Vous savez, au bout d'un moment, comme 80% des médicaments ou de leurs composants sont fabriqués en Chine et en Inde, il ne faut pas s'étonner que ce soit là que vienne l'innovation. Et Mais là où on n'en produit pas, c'est-à-dire chez nous. Georges, dans le clip, il dit: «Le Brésil», c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus nous dire. Le Brésil est une superpuissance concernant les vaccins, l'Inde aussi, la Russie aussi et la Chine aussi. Nous, on peut plus dire ça. On n'a pas été capable de produire des vaccins pendant la crise covid. On n'est pas capable de produire du Doliprane. Il on serait risible, en fait. On fut une de ces pui on est quand même le pays de passeur, on a été une de ces puissances, on ne l'est plus. C'est-à-dire que et donc ça enfonce le clou de notre propre nullité, moi je trouve. C'est vraiment, nous on peut changer le reste du monde et en Tu fait, vois, on peut juste le vouloir. Hypatie nous écrit: «Les chercheurs chinois étaient morts de rire que le désamiantage du campus Jussieu ait pris plus de 15 ans et avec le coût location immeuble externe, 6 mois max en Chine». Voilà. Et donc dans le reste du monde, il se passe autre chose que la guerre. Il se passe autre chose, Mmh. c'est ce que voulait nous montrer Pedro. Il se passe autre Mais j'ai chose une que dernière séquence. acheter des canons. Allez, dernière J'ai séquence. une dernière séquence parce que alors là, c'est, on va dire, le dernier clou dans le cercueil occidental. On a vu, donc vous avez fait justement avec Arnaud Merton, une très belle vidéo sur le sommet de l'IA qui a eu lieu à Paris. Les déclarations de J. Evans qui dit que ça doit apporter la prospérité aux États-Unis et que les États-Unis ne se laisseront pas faire sur l'intelligence artificielle et qu'il faut qu'elle reste les États-Unis devant, America first et tout. Bon, OK, il parle de productivité et d'un seul coup, je tombe sur cette vidéo
Alors attends, je vais cacher le message, sinon on peut pas voir la vidéo pendant OK. le message. Alors, L'intelligence artificielle est un sujet très important. En d'autres termes, c'est un sujet qui touche aujourd'hui positivement ou potentiellement de manière négative pour tout le monde. Je suis Mauricio Lirio, je suis diplomate de carrière, ambassadeur. J'ai été invité à prendre la relève en tant que Sherpa. Les pays des BRICS doivent également se coordonner en matière d'intelligence artificielle afin de pouvoir contribuer efficacement non seulement à l'intelligence artificielle au niveau mondial, mais aussi faire en sorte que les discussions internationales sur l'intelligence artificielle placent la résolution des problèmes sociaux et économiques au centre de l'agenda de l'intelligence artificielle, pour que l'intelligence artificielle soit aussi un moyen de réduire les inégalités et la pauvreté. Mais plus que cela, créer également les conditions nécessaires pour que nous puissions disposer d'une gouvernance internationale adéquate pour le moment. En matière d'intelligence artificielle, il est très important que les pays se coordonnent afin qu'elle soit utilisée de la manière la plus positive possible, notamment pour lutter contre le changement climatique, la pauvreté, etc., ou en médecine, qui est l'un des domaines les plus avancés, le développement de médicaments, je dirais aussi l'amélioration des soins médicaux. Il existe un certain nombre de possibilités pour l'intelligence artificielle. C'est donc très important, mais en même temps, nous devons également réduire les risques. Un risque très concret est de savoir comment le marché du travail va-t-il être affecté. À quoi ressemblera le processus de remplacement des emplois et de quelle manière doit-il être réglementé pour ne pas générer de crise sociale et économique. alors là, si tu veux, c'est pas du tout le même discours. C'est-à-dire qu'on parle du Brésil, de l'Inde, de la Chine, de la Russie qui disent: «L'intelligence artificielle doit servir à régler le problème de la pauvreté et des inégalités», et là, tu tombes de ta chaise. C'est pas du tout le discours de J.D. Vance. C'est et donc il faut comprendre que le reste du monde voit ça, voit des pays, on peut dire ce qu'on veut sur Vladimir Poutine, Xi Jinping, Nama, qui leur disent: «Nous, on veut que cette révolution serve à vous sortir de la pauvreté». Quant à un autre qui dit: «Nous, on vous laissera pas passer devant l'Amérique». C'est vraiment Alors, et ça, c'est le propos de Trump. Mais je me permets, mmh, Pedro, de faire une erreur, parce que moi, je viens de lire le livre de J.D. Vance. En fait, J.D. Vance est porté par l'Amérique pauvre, en fait, parce qu'il en vient. Et lui, dans son livre, il aborde clairement les révolutions technologiques américaines pour mmh, finir de régler le problème du non-accès aux soins pour les Américains. Donc, il est dans cette même logique. mais il s'en fout du reste du monde. Bah, oui, mais au moins, je veux dire, au moins du côté américain, il s'intéresse aux pouilleux, aux gueux et aux prolos de chez lui. Non, mais c'est une révolution copernicienne pour, pour l'élite américaine, en réalité. Ah bon, je veux bien qu'il soit fasciste. Bien, on a Watu Watu qui demandait tout à l'heure si tu connais Pepe Mujica en Tout le Uruguay. monde Enfin, on le connaît. connaît très bien, on a cru qu'il allait mourir, il a failli mourir parce qu'il a un gros cancer là. Bah oui, ouais. Watu Watu, on le connaît, et sacré personnage. Oui, d'ailleurs, ça fait partie des gens qui ont surpris beaucoup de gens parce que justement, il a pas voulu rempiler. Il aurait pu rempiler plein de fois, tout le monde voulait et il a dit: «Bah non, moi j'ai exercé le pouvoir, j'ai fait ce que j'avais à faire, je laisse la place aux autres», et ça, c'était un discours tellement inusité, dans les démocraties qu'on fait pas ça. Normalement qu'on reste au pouvoir, on s'accroche comme Macron et cetera, et même quand on est détesté par son propre peuple. Bah non, lui, il a su faire preuve d'humilité et donc il a dit: «Bah, j'ai rempli ma mission». Et c'est vrai qu'on aimerait voir plus de gouvernants qui disent: «Bah, voilà, je passe la main, heu, à d'autres». Mais sur la question, pour revenir sur cette question de l'intelligence artificielle, ce que je trouve intéressant, c'est que cet angle-là, de régler, la pauvreté, les inégalités et cetera, c'est quelque chose de totalement absent du discours en Europe. On parle de souveraineté numérique, on parle effectivement, il y a la question, sur, les emplois qui revient, mais personne n'a dit: «On va utiliser l'intelligence artificielle pour qu'il y ait plus de SDF en France».
Alors ça te fait rire, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est Ankou Stinger, c'est très, très drôle. Ankou Stinger est un poète, je ne sais pas s'il s'ignore, mais c'est très drôle. C'est te Alors dire. le truc, c'est que n Ah, les c'est bien, c'est bien, je c'est bien. suis pas sûr qu'on produise ni l'un ni l'autre en France, de nos jours. Et c'est très fort. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ce qui est important, c'est de pourquoi je voulais montrer ces vidéos? C'est de voir que ceux qui ne sont pas soumis à la propagande occidentale ne voient pas le monde et c'est ce que Georges disait au début, de la même manière que nous. Ils ne voient pas, cette menace existentielle où il faudrait à tout prix, se réarmer, dépenser 800 milliards. Pas. Nous, on veut guérir les maladies, on veut supprimer la pauvreté. Tout ce discours-là a complètement disparu de la rhétorique, européenne. On parle de submersion migratoire, de problèmes de terrorisme. On est dans, on va dire, dans une communication constante de la peur et en fait, on n'a plus du tout, souvenez-vous, Macron, on est en guerre et cetera. C'est On se projette plus du tout dans un avenir radieux, alors que j'ai l'impression que, bah, que ce soit de la propagande ou pas, bah, là, moi, personnellement, je trouve que ça envoie plus de rêves et alors, si on a un peu de velléité, de vouloir, aller dans le combat social, c'est clair que ici, on n'a pas l'impression qu'on soit du bon côté et donc cette propagande qui est vue par le reste du monde, il faut comprendre l'importance des pays en voie de développement, bah, eux, vers qui ils vont se tourner? Vers les occidentaux qui disent: «Il faut 800 milliards pour, financer, des tanks et des missiles et des trucs», ou vers des gens qui leur disent: «Bah, nous, on vous construit des trucs, on vous file des vaccins et on va vous aider à régler la pauvreté». Moi, je dis ça, je pense qu'il nous faudra 200 à 300 ans pour s'en remettre, hein. Si on n'arrive pas à faire ça, on sera coupé définitivement de tous ces pays-là. Bon, il y a rien de définitif dans l'existence. Après, on se relève, mais enfin, là, on part, petit à petit dans plusieurs décennies de galère. Et 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 je dois dire, franchement, nous, ça nous touche tout particulièrement, heu, moi et Pedro, et comme tous ceux qui ont des enfants, comme nous, qui ont, Mmh. 10 ans, 8 ans, parce qu'ils vont avoir une vie d'adulte qui va être difficile en Occident, si on ne se ressaisit pas. C'est drôle tout ce que tu nous as montré là, moi enfin, et ce qu'on peut lire et voir de ce qui se passe, dans, les pays, BRICS et les pays, dits en voie de développement, qui bon, c'est un peu ridicule de parler de la Chine de pays en voie de développement, à un moment, il faudra arrêter. Bah, Mais t'inquiète. ils sont déjà Mais très loin, ils sont en voie de surdéveloppement. ce qui est intéressant, c'est ça fait penser à l'Europe, à la fin du 19e siècle. Ce foisonnement, «Ouais, on va construire une tour Eiffel, ouais, on va changer une ville, comme Paris en 10 ans», parce que tout à l'heure, Hippolyte nous parlait de ce que les Chinois font en 6 mois. Imaginez, il n'y a pas d'électricité, pas de pétrole, on est en 1850, milieu du 19e siècle, et là, ils changent les 3 quarts de la ville de Paris, ils font les canalisations en dessous, ils construisent les bâtiments haussmanniens, puis pas juste les bâtiments haussmanniens, ils sont quand même beaux, c'est des grosses pierres et tout, mais il y a le palais Garnier, plein de trucs fleurissent comme ça. Une aile entière du Louvre, hein, on n'est pas au courant, mais la fermeture de l'aile qui en fait qui ferme sur la rue de Rivoli, c'est Napoléon III. C'est pas des petites constructions. Tout ça, ils l'ont fait en 10 ans, sans pétrole. En fait, ça me fait penser à cette époque. Et en même temps, on a une création artistique, littéraire, complètement incroyable. Le monde explosait. Alors bien sûr, il y avait des conflits, mais il n'y avait pas tellement de conflits que ça, à part les stupides, guerres, conquêtes coloniales. Les BRICS, quelque part, sont là-dedans. Ils sont dans ce momentum, de, fascination de leur propre créativité, qu'elle soit scientifique, industrielle ou culturelle, et nous, on s'enfonce dans la passion de la mort. Voilà, c'est Mmh. délirant. Oui, parce que surtout, c'est ce que j'expliquais, derrière ces petites vidéos, il y a déjà eu des accords signés entre tous ces pays-là sur ces questions-là. Ils vont faire ça. C'est-à-dire que c'est pas on n'est pas dans l'ordre du projet. Quand ils communiquent dessus, c'est que c'est déjà fait.
Alors que nous, souvent, on communique sur, le futur d'un truc qu'on va peut-être envisager de faire. Salut Robert, moi aussi je prends un expresso. Qui veut un expresso? C'est une matinale, on a le droit, hein. Exactement, mais c'est vrai que voilà, avant de revenir à la morosité, de ce qui se passe dans notre pays, je voulais donner un peu, parce que quand même ça donne, moi je trouve que ça donne un espoir. Ça donne un espoir de voir qu'il y a pas qu'un monde et que d'autres mondes sont possibles. Alors, c'est que ça fait très, heu, un peu bisounours de dire ça, mais concrètement, oui, il y a d'autres possibilités et il y a d'autres possibilités sans expansion de l'impérialisme américain et qui justement, c'est eux, il faut pas oublier, c'est eux qui nous ont, Et c'est pour ça que malheureusement on est un tout petit peu paralysé par, la manière dont se constitue Fréquence Populaire. Parce que si vous avez vu, ça se développe, il y a plein de choses qui sortent. Là, on a Pedro, a énormément travaillé sur les systèmes qui vont nous permettre de traduire, sans sous-titres, en différentes langues. Mais on est attendu au Bénin, qui est une démocratie en Afrique depuis très longtemps. On est attendu, en Éthiopie, qui où s'est énormément développé, à Addis Abeba, où se trouve le siège de l'Organisation de l'Unité africaine. Et donc bientôt on va partir, mais pour vous montrer justement, voilà, comment ça bouge, en fait. Voilà. D'ailleurs, on vous demandera, votre soutien pour ceux qui le pourront, comme on a fait sur d'autres, déplacements. Mais ça arrive bientôt, très concrètement, vous allez voir, qu'est-ce qu'il arrive avec ces pays-là. Allez. mais d'ailleurs, Tiens, il y a quelqu'un qui a remarqué un truc que personne n'avait vu jusqu'à maintenant, c'est Hervé Gauthier. Tu as vu ça? ouais, ouais, je sais, les cornes bleues. Alors Personne c'est, n'avait vu Hervé, c'est incroyable. Alors, heu voilà. et une chose importante, c'est justement, tu parles de ça, mais alors, on a quand même des, et vous allez le voir dans le reportage qu'on a fait, au salon de l'agriculture qui va sortir juste après la matinale. On a, justement vu que beaucoup d'agriculteurs, pour pouvoir survivre maintenant, se réinventent, repassent à la transformation. C'est-à-dire qu'ils nous ont expliqué qu'ils reviennent à des méthodes d'avant pour pouvoir innover, pour pouvoir se rapprocher du consommateur et s'émanciper et qu'ils reviennent, on va dire, au mode de production de leurs propres grands-parents. C'est-à-dire leurs parents, n'allaient livrer que la coopérative et cetera et maintenant ils recréent de la valeur ajoutée, puisque c'est leur seul moyen de survivre et donc c'est intéressant. Donc je vous encourage à voir le reportage qui va sortir tout à l'heure, sur cette question-là. Mais justement, on voit que, bah, il y a pas de solution et d'ailleurs, je crois, on a échangé avec une coopérative de Mayotte où ils nous expliquent ça. C'est jusqu'à il y a pas si longtemps, les Mahorais n'exportaient que les matières premières et or, ça fait un coût bien plus bas et alors qu'ils pouvaient justement valoriser la vanille et cetera, faire de la transformation. Ce qui fait que d'un seul coup, bah, ça multiplie, le produit, sa valeur par 10, 20, 30, 100 et que le revenu d'un seul coup, devient décent et que juste il fallait qu'ils changent, leur manière de penser pour pouvoir justement, s'émanciper. Donc je pense que c'est important, de parler de ça. Alors on va attaquer sur un autre sujet qui lui est un sujet plus français. Donc on va commencer par une affiche, donc que je vais vous partager, qui fait beaucoup de remous. Alors ici, au sein de la France insoumise. Donc une affiche qualifiée d'antisémite parce que donc elle montre Cyril Hanouna avec un nez très prononcé, avec une tête très étrange, donc qui, ressemble un peu aux clichés qu'il y avait dans les années 30 et avant, sur les Ce juifs. qui est approché, c'est que ça ressemble aux affiches des années 30. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. C'est pas juste un cliché, c'est qu'il y a des affiches de ce type-là. D'ailleurs, ils l'ont retiré, hein, l'affiche. Mmh, Ils l'ont retiré parce que, ils se sont rendus compte qu'ils étaient allés un peu loin. tout à fait et donc on on se rend compte qu'ils sont dans une surenchère complète. Alors, je vais lier ça à cet autre fait qui a beaucoup choqué, c'est Raphaël Arnaud qui a justement, invité, donc il a invité, le CCIE, donc un collectif qui
ce sera la reconstitution du CCIF qui a été dissous en 2020. Donc rappelez-vous, le CCIF, c'était des gens qui disaient: «Le salafisme, c'est bien, on est tous gentils, on est tous des, Jolani qui s'ignorent. Regardez, on peut être inclusif et sympa», et donc qui avait été dissous, puisque c'était un relais de propagande, qui appelait au djihad en Europe et un certain nombre de choses, beaucoup moins réjouissantes. Et Raphaël Arnaud, donc dans une logique probablement d'adolescent provocateur, hein, parce que je pense que c'est ça, il a pas dû bien sortir de l'adolescence, donc il aime bien provoquer, les invite parce qu'il va être sympa. Donc et surtout dans une logique électoraliste. Donc qu'est-ce que ces deux communications à toi t'inspirent, justement Georges? Parce qu'on voit qu'on a l'impression que maintenant, la France insoumise, faute de pouvoir proposer des solutions et que ses députés proposent des lois et cetera, comme peut le faire par exemple des gens comme François Ruffin qui bossent quand même sur des trucs, qui font des amendements, n'est que dans une, guerre communicationnelle entre Rima Hassan et ce genre de sortie, où en fait gouverner ou améliorer le quotidien des Français, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est, heu, choquer pour faire parler d'eux. D'ailleurs, en parlant de Rima Hassan, là, tout à coup, on l'entend plus là, parce qu'elle, si vous vous souvenez, elle avait soutenu le régime d'Assad, bruyamment. Puis après, elle a soutenu, les djihadistes qui sont arrivés au pouvoir. Bon, alors qu'ils étaient contre Assad, c'était bonjour pour la logique. Mais là, avec, les actes génocidaires contre les Alaouites, rien. Il n'y a pas, rien, pas de bruit. Venant de là, bon, Heu, je souhaite rappeler quand même un peu la bouffonnerie, en dehors de ce qu'ils considèrent être leur combat, qu'eux seuls mènent contre l'extrême droite, ce qui est absurde, qu'ils ont une fixette sur Hanouna, hein. Ils ont contribué à fermer son émission, ils ont contribué à c'est la France insoumise qui l'a convoqué en audition à l'Assemblée nationale, mais j'arrive pas à oublier qu'ils ont fait partie de ceux qui ont été, payés, rémunérés, plusieurs d'entre eux, pendant des mois, des années, sur TPMP, par Cyril Hanouna, que Louis Boyard, a demandé spécifiquement à Cyril Hanouna de l'embaucher. Ce qu'il a fait connaître, que David Guiraud, s'est fait aussi connaître, beaucoup en étant invité très souvent sur TPMP, que Raquel Garrido a été très bien payée, 2 000 € le passage quand même, chaque soirée. Bon. Que Thomas Guénolé, il y est tout le temps. Enfin bon, c'est un peu étrange, cette manière de, en même temps, en avoir profité pour se faire connaître et gagner de l'argent et taper dessus. Est-ce qu'il était pas fasciste il y a et d'extrême droite il y a 2 ans, Hanouna? Non? Je sais pas, c'est un peu drôle. C'est un peu bizarre quand même, non? Ou alors il est devenu d'extrême droite l'année dernière? Et comme je suis pas beaucoup, TPMP, peut-être que, moi je suis passé une fois sur TPMP. Alors Ils m'ont mais invité parce que tu ils m'ont sais, invité non, mais c'est intéressant parce qu'ils m'ont invité pour parler, nazis dans l'armée. des nazis dans l'armée française et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ça n'a pas l'air du tout d'être un truc d'extrême droite. C'était plutôt pour combattre, les nazis dans l'armée. Bon, c'est ça la remarque, mais par rapport à tu voulais dire quelque chose Pedro, je crois? Excuse-moi? Non, non, mais tu as raison d'en parler, mais parce que je pense que si tu vois, toi et moi, on n'est pas assez spécialistes dans les coquillettes dans les slips. Donc on ne sait pas si la coquillette dans le slip, c'est un truc d'extrême droite ou d'extrême gauche, tu vois? Ou même de gauche ou de droite. Ouais, tu fais Et c'est pour ça référence à qu'on ce n'arrive que pas à savoir. tu fais référence au manque de respect heu, de 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 l'humain dans l'émission TPMP parce qu'entre autres, à un moment, ils voulaient mettre des coquillettes Ou c'était dans du des poulpe, slips. je sais plus. C'est typique des émissions, populaires, un peu vulgaires, un peu stupides, comme il y a un peu partout. Franchement, si on commence à interdire, la connerie, il y a plus avoir grand chose à la télé. Bon, mais pourquoi pas? Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils mettaient des coquillettes dans les slips ou ce genre d'ineptie au moment où il y avait du Boyard, ou Raquel Garrido, ou David Guiraud, non? C'est pas apparu, après. Tout à coup, ils se sont rendus compte.
quand ils étaient présents, TPMP est une émission intellectuelle, politique de haute volée, et puis quand ils n'y étaient plus, tout à coup, c'est devenu un truc où on mettait des coquillettes dans les slips. Je connais suffisamment TPMP pour savoir que c'est pas le cas. Bon, voilà. Donc, énorme mauvaise foi, mais je pense que chez les gens qui ont un peu d'honneur, ce genre de truc ne passe pas. Quand bien même vous détesteriez Cyril Hanouna. C'est un manque d'honneur à un niveau tel qu'on commence à rentrer dans la Macronie, là, dans le rapport à l'honneur. Bon, ça c'est une chose. Mais l'autre chose que tu fais remarquer, c'est que euh, avec ces communications, on a franchement un flirt avec l'antisémitisme. Il n'y a rien à dire, c'est-à-dire qu'ils font un peu exprès quand même. Et pourtant, à chaque fois qu'on nous pose la question, on essaie de dire: «Mais non, en fait, c'est juste ils ont raté». Mais entre Guiraud qui utilise des codes, manga pour parler des juifs, ou Jean-Luc Mélenchon qui évoque le fait que, on sait quel est le peuple qui a tué Jésus, c'est quand même le truc de l'extrême droite française. Il le fait sur BFM TV et c'était en 2020. Et à chaque fois, il y a un petit truc nouveau qui sort. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je comprends même pas pourquoi ils font ça, en fait. C'est très étrange. Et alors qu'on peut parfaitement critiquer, trouver que l'émission de Cyril Hanouna est stupide. Donc, il n'y a pas de problème. Encore une fois, autant ne pas y aller dans ce cas. Et on peut, évidemment, on le fait ici, critiquer le gouvernement d'extrême droite parce que c'est ce qu'il est, de Netanyahou, et les massacres faits contre les civils en Palestine. Mais ce qui est incompréhensible, c'est pourquoi ils franchissent la frontière dans les images et les mots qu'ils choisissent. Si un jour il y a un FI qui veut venir répondre, on invite. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils sont dans une logique de fuite en avant. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une logique de faire de l'outrance, je ne sais pas si ceux qui se souviennent de cette émission populaire dans les années 90 sur MTV qui s'appelait Jackass. Jackass, il commence, je sais pas: Oui, «Je te casse un œuf sur la tête». oui, ils s'enfonçaient des clous dans les fesses, c'était vraiment stupide. Exactement, et donc sauf que pour chaque nouvelle émission, fallait aller plus loin. Donc c'est plus un œuf, c'est un parpaing qu'on te cassait sur la tête, et après, tu allais manger, on va dire, du crottin de chèvre, et tu finissais par manger du crottin d'éléphant. Parce qu'en fait, cette surenchère, pour pouvoir se maintenir à l'audience, parce que le problème c'est ça, c'est qu'à chaque fois ils Ouais, font mais ça, ça. c'est un peu TPMP, Oui, justement. et s'ils refont, ils descendent, et donc à chaque fois, ils sont obligés de faire crescendo. C'est ce qu'on appelle, le fameux, jump the shark, donc qui est tiré, de c'est Fonzie dans Happy Days, hein, pour les plus vieux. Mmh. En fait, la série, heu, stagnait, et donc d'un seul coup, ils font un épisode spécial dont on comprend pas, où Fonzie, en ski nautique, saute par-dessus un requin. Une scène qui est complètement absurde, qui n'a aucun intérêt. Et donc c'était soi-disant pour relancer, et en fait, ça marquait la fin, en fait, de l'émission, et donc c'est devenu dans le langage des médias, l'expression pour dire donc sauter le requin, c'est justement l'expression pour dire quand on est allé trop loin, OK. et donc Alors, je pense qu'ils sont dans vu cette logique-là. C'est-à-dire, ils vont plus loin. Alors ils sont pas encore allés on va dire, au point extrême, mais ça s'en rapproche. mais ils sont alors, il y a sauter le requin, merci pour l'explication d'expression, comme ça, on a appris quelque chose. En plus aujourd'hui. Mais il y a CNR, soviète qui nous rappelle, c'est les frères musulmans, le CCIF et le CCIE. Et Oui, le tout à fait. problème, ce qui est reproché là-dedans, parce qu'il n'y a pas que l'affiche là, il y a ce que tu avais mis au début, c'est que, le député, de la Jeune Garde, c'est censé être antifasciste, hein, mais ils ont une focale sur l'antifascisme classique occidental, ce qui est très bien. Mais ils ne voient pas les autres fascismes. Et le CCIF est cette organisation islamiste des frères musulmans. Hein, les frères musulmans, c'est pas l'amicale des musulmans du 14e arrondissement qui vous invite à rompre le ramadan. Ce sont des gens fascistes qui veulent le pouvoir et dont la seule loi c'est le Coran et la charia. Bon, ils ont été dissous en France pour tout un tas de raisons. Or, la France insoumise, c'était déjà illustré en 2019
en manifestant au nom avec des cris d'Allahu Akbar, soi-disant contre l'islamophobie, qui n'est pas un crime, Et la euh, marge de la en, honte. en se mettant dans la roue des frères musulmans. C'est les frères musulmans qui ont inventé le concept d'islamophobie et ils s'en servent à l'Union européenne pour faire avancer leur thèse communautariste. Or, c'est ça le plus grand souci de cette invitation. Parce que là, ils invitent le CCIE, qui est le CCIF, sauf que comme ils ont été dissous, eh ben, ils sont recréés en CCIE à Bruxelles. Le E remplaçant le F, c'est tout. Le F étant pour France, E pour Europe. Et puis ils continuent à agir sur le territoire national comme bon leur semble, sans qu'on puisse maintenant les atteindre. Eh bien, par cette invitation, la France insoumise marque, pour le coup clairement, sa sortie du modèle républicain français. Modèle Laïque. universaliste, laïque, où la France est une et indivisible. Et ils se mettent dans une logique communautariste où, eh ben non, la France doit être comme dans les pays anglo-saxons, elle ne doit pas être une et indivisible, elle doit être plurielle, diverse, avec des droits particuliers pour les uns et les autres, et que chacun obtient en défendant sa communauté par rapport aux autres communautés. Et donc, euh, le terme vivre ensemble est un terme à la con, mais c'est un vivre ensemble aussi, mais totalement différent du modèle français, intégrationniste par l'assimilation, républicain, universel, où justement on ne catégorise pas les gens en fonction de leur race, de leur origine, de leur religion. Comme c'est clairement tout ça et tout ce que je vous dis est écrit dans l'article 1 de notre Constitution. Eh bien, la France insoumise est volontairement en rupture avec cela par leurs manifestations, par toutes les réunions, meetings qu'ils ont fait depuis 2017 avec le CCIF puis le CCIE, et que maintenant ils invitent à l'Assemblée nationale. Eh bien, je le dis parce que je sais qu'ils m'aiment beaucoup, qu'ils nous aiment beaucoup, les gens de la jeune garde. Les gens de la jeune garde, vous défendez des fascistes. Alors, je ne sais pas pourquoi, pour vous, un fasciste qui serait musulman ne serait pas un fasciste, mais vous êtes des pauvres gens. Parce qu'on va vous apprendre un truc les frères musulmans et leurs copains djihadistes tuent d'abord, vous savez qui? On ne le répétera jamais assez, d'abord des musulmans dans des pays de culture musulmane parce qu'ils veulent imposer par la force une vision du monde et interdire toute forme de discussion démocratique. C'est ça le fascisme, les amis de la jeune garde. Et bien ça, vous le promouvez. C'est ahurissant. C'est ahurissant pour la France insoumise. En fait, c'est pas un parti de gauche, je ne sais pas ce que c'est pas de droite, mais c'est pas un parti de gauche. Et surtout pas un parti de gauche républicaine française. Ça n'existe pas. Voilà. C'est une rupture totale avec les cadres républicains, avec l'histoire de la gauche. Je vais le répéter ça aussi ici. La NUPES et le nouveau Front populaire sont les premières coalitions de gauche où l'un des ciments n'est pas la laïcité à la française. Toutes les autres coalitions de gauche depuis le 19e siècle, depuis 1905, c'est la laïcité. 1924, le cartel des gauches, 1936, le Front populaire, 68, le programme commun, toujours la laïcité. Ça veut pas dire qu'on peut être d'accord, mais il y avait toujours ça. C'était un marqueur de gauche. Ben maintenant, pour eux, c'est fasciste, la laïcité. Alors, vous voyez le retournement quand même ahurissant des valeurs et des principes républicains. Mmh. Mais, Et ils le font en soutenant des fascistes. Je suis sûr ju qu'ils invitent à l'Assemblée nationale. C'est dingue, dingue. justement, moi qui, suis à la FCPE, si tu veux, hier, j'ai vu un truc qui m'a choqué. Alors, sur Paris, tu vois, ça, c'est le nom de la revue de la FCPE qu'ils envoient. Liaison laïque. Parce que là, tout va bien. Tu dis: «C'est très bien, la revue, des parents mobilisés pour l'école publique». Hier, je voyais sur certaines écoles, justement, la liste des élus FCPE et avec des femmes voilées et je me disais: «Comment on peut imaginer être le fer de lance et qui est louable de vouloir défendre les valeurs laïques avec des bigots?» Mais qui soient parce qu'effectivement, on voit pas, probablement, il y a des intégristes chrétiennes aussi, dans la FCPE et juste parce que c'est plus discret. Il y a un moment, il y a une incohérence, c'est-à-dire que quelqu'un qui prône une version rigoriste de sa religion ne peut pas être laïque.
C'est pas possible. C'est comme, le terroriste inclusif, ça n'existe pas. Mais vraiment, ça n'existe pas, il faut arrêter. C'est comme le comment on dit? Le milliardaire honnête. Non, j'exagère, mais ou même pas. C'est à un moment, il y a des choses, c'est pas compatible. C'est comme 2 aimants. Vous pouvez essayer de mettre 2 aimants qui s'attirent pas. Vous pourrez pousser, faire tout ce que vous voulez, vous arriverez pas à les faire se toucher. Bah, c'est un peu la même chose. Normalement, ça devrait se rejeter automatiquement. Je ne comprends pas que dans, justement une association qui prône la laïcité, on puisse se dire que ça, c'est pas un problème. Mmh. C'est sûr que si c'était quelqu'un qui affichait sa foi chrétienne, je pense que ce serait beaucoup plus il serait beaucoup plus réactif. Mais il y a une crainte et une peur une peur d'être taxé de raciste, une peur d'être taxé, d'islamophobe, qui fait on ferme les yeux et on accepte. Et on accepte les pires discours racistes de certains en tant que, anticolonialistes, parce qu'il y a les vrais décoloniaux, ceux qui sont pour, justement que, leur pays, s'émancipe de la France et cetera, et il y a les faux qui sont: «La France, c'est des méchants, on va prendre le pouvoir pour leur faire comprendre que c'est des méchants». Et c'est pas du tout les mêmes, pas du tout le même discours décolonial, et les 2e jouent justement sur le on va dire les bons décoloniaux pour essayer de s'accaparer le truc, alors que eux, ce qu'ils véhiculent, c'est juste la haine de soi et des autres. Pour, équilibrer, on a Adrien qui nous a écrit plus haut, quand même 40 condamnations, pour, Cyril Hanouna. Bon, on en a parlé, hein, c'est un total de 7,6 millions d'euros. Mais les condamnations, ils avaient déjà quand les filles travaillaient avec lui. Justement, c'est ça qui est un peu poussé, un peu abusé, on est d'accord quand même. Et puis, vous écrivez: «Le temps que vous passez à travailler, vous le passez pas à regarder Bolloré, racisme, fascisme, nazisme sont quasi quotidiens». Bon, je pense que nazisme, vous exagérez un petit peu, et effectivement, on n'est pas trop branché à regarder, heu, Europe 1 et CNews, même si de temps en temps on regarde comme les autres. Mais de manière générale, parce que là, vous dénoncez une coloration, Adrien, qui vous plaît pas. C'est tout à fait légitime. Il y a d'autres colorations qui plaisent pas, hein. Faut quand même se fader, des trucs anti-Brix tout le temps sur Arte, c'est très pénible. Heu, mais le truc, c'est que, ce que vous décrivez fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est morbide. Alors ça va être différent de, Libération ou de Quotidien, CNews et Europe 1, mais c'est morbide. On parle tout le temps de trucs morbides, de crimes, d'immigration. Les autres parlent, qu'il faut aller faire la guerre en Ukraine. C'est ce qu'on dénonçait tout à l'heure. Alors oui, effectivement. Mais encore une fois, la France insoumise est allée sur ces médias, ça ne les gênait pas. Ils ont même gagné de l'argent. Moi, je trouve que c'est un petit peu abusé. Je crois que c'est même ça, ce qui est le plus intéressant. Qu'ils aillent sur un média, c'est le rôle d'un politique d'aller parler partout. Toi-même, tu as fait, certains médias, qui, moi, me font hérisser le poil. C'est normal de porter la bonne parole. Par contre, d'être rémunéré par ce média, comme salarié, pour faire le spectacle, c'est pas du on rentre dans une autre catégorie, Ah mais et OK, c'est pas mais Garrido et mais Molière. le plus délirant, c'est après de demander qu'il soit interdit parce que c'est criminel et fasciste. Là, alors là, c'est quand même le pompon, Bah, c'est le guetteur qui dénonce le dealer parce que c'est pas bien de vendre de la drogue. C'est un peu ça. Non, mais de toute façon, on sait très bien qu'il y a une hypocrisie électoraliste dans tout ça, et que Tiens, il y a Fred Chrome, tu vois, on pourra le dire à Bastien, qui, a commencé à lire, Décadence de Bastien Gouly. mmh, Il parle de la dystopie d'ailleurs qu'on tout le temps à salue, se réaliser. Quand on le saluera, enfin, on lui dira, ça lui fera plaisir. tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on est dans une surenchère totale. Moi, je pense qu'ils sont au final, pour avoir écouté déjà, Raphaël Arnaud, parler, c'est pas un très grand idéologue. Donc c'est un moment, il pense peut-être à sa réélection, un truc comme ça, il faut bien qu'il fasse quelque chose. Donc à part faire du spectacle, je suis pas sûr qu'il sache faire grand-chose. J'ai pas vu Bah, un seul amendement, proposé par Raphaël Arnaud. bon, se trouve, il en fait des biens, j'en sais rien, bon, mais Maison nous fait une réflexion souvent intéressante. Une personne très avisée me disait toujours, nous dit-il:
À pousser les choses en leur extrême, on les tourne en leur contraire. C'est ce qui arrive avec LFI et leurs semblables. Et Borde et Gérard reprend le slogan de nos amis de République souveraine. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Ceci est le combat. Alors, on va parler d'un autre Et sujet. Christophe Zietek, il dit t'as raison, Pedro. J'ai toujours raison. Non, Je- Stinger, on va pas faire des attentats laïques. C'est pas une bonne idée, ça. Bah, surtout, on va taguer quoi après 1905 pour la vie? Tu vois? C'est quoi le drapeau derrière, tu vois, des attentats laïques? Parce que il y a le drapeau de Daesh, tu vois? Je vois bien le mec, je sais pas, c'est pas possible, donc on n'y aura pas d'attentat. Mais je crois que c'était dans, si je me trompe pas, je vais pas dire de bêtises, mais c'était dans la foire aux immortels, dans un Paris, avec, Nicopole qui revient et cetera. Je crois qu'il y a des attentats bizarres comme ça, je il faudrait que je relise, mais je me souviens comme ça, il y a des groupes un peu chelous qui font des attentats, et je me demande s'il y avait pas des attentats de groupes laïques, anti je sais pas quoi, c'est très particulier. Pour ceux qui ont lu, c'est ce monument de la bande dessinée, donc la trilogie, Nicopole, fait par un de tes, compatriotes de naissance, Enki Bilal. Donc, et dans lequel ils ont inventé le chess boxing, pour ceux qui ne connaissent pas. Enki Bilal a inventé ce sport, donc qui est un truc où on se fracasse la tête à boxe et après on joue aux échecs. C'est un truc improbable et je crois que c'est les Russes même qui l'ont transformé en vrai sport. Enfin bref. Heu, on va parler d'un autre sujet. Alors, on va essayer de le recevoir prochainement. Heu c'est il y a un livre, donc pour ceux qui connaissent donc les presses universitaires de France, moi je sais que c'est une collection quand j'étais, jeune étudiant et lycéen que j'adorais parce qu'il y avait plein de bouquins qui faisaient réfléchir dès qu'au à l'époque, il y avait pas d'internet, hein, je rappelle, donc dès on voulait creuser un sujet, on allait, il y a un petit bouquin rose, vert, orange et cetera, avec quelqu'un qui allait vous donner un truc très, très fouillé, une réflexion intéressante. Bon, c'est tombé en déclin après par la suite. Ça a été racheté, changé, mais surtout, c'était quelque chose qui ouvrait généralement à la pluralité des opinions, avec des livres sur tous les sujets. Et là, donc, on a un livre. Avec l'obligation d'avoir une approche universitaire scientifique. Ce n'est pas des pamphlets. Tout à fait. Le PUF, c'était. Et D'ailleurs, c'était des trucs sérieux, hein. dans la catastrophe à l'époque, pour ceux qui connaissent Paris, sur le boulevard Saint-Michel, c'était place de la Sorbonne. C'était à l'angle de cette très jolie place où il y a l'écritoire, le café l'écritoire, où il y a la grande entrée officielle de la Sorbonne, avec la coupole, les fontaines. Et ben à l'angle, il y avait la librairie du PUF. Des PUF, des Presses universitaires de France, et qui a été remplacée par une marque de vêtements low cost. C'est c'est pour Donc souligner la ils ont déclinaison. décidé de ouais, ils ont dû, décider de censurer un livre, donc qu'ils avaient probablement accepté au préalable, qui parle du wokisme et de ses dérives et ah, on t'entend plus Georges. Il y a Seb 440 qui trouve, je pense, j'ai l'impression qu'il trouve qu'on abuse parce qu'on sabre là les filles et maintenant les woke. Alors Avant, on a parlé d'autre chose, on a parlé du reste du monde et ce qui était positif. exactement et Mais d'ailleurs là, on ils parle étaient des très, politiques. ils étaient très dans le bon wokisme, dans leur, vision des choses, de la diversité et cetera. Mais plus, plus sérieusement, le truc c'est que pardon, Ah, puis on peut rigoler un peu dans les matinales, ah, c'est drôle. ouais, Les maisons, c'est les pufs ont mal tourné, surtout leur père, le fameux Puf Daddy. Puf Daddy. OK, ça c'est c'est fait, voilà, c'est fait, voilà, on a bien rigolé. Ah mon Dieu. assume aussi, je crois, les puffs maintenant chez les jeunes. Tu vois, à nous, à notre époque, on les lisait, maintenant je crois que c'est, tu sais, les cigarettes jetables qui ont été interdites, je crois que ça s'appelle des puffs. Je veux pas dire de bêtises, j'ai jamais fumé ça, je ne sais pas, mais à notre époque, on les lisait, on les fumait pas. Plus On sérieusement
Rollo Sargerian, vous écrivez des gens de gauche qui respectent la pluralité d'opinion et qui respectent une vraie démarche scientifique. Je n'y crois pas. Vous avez tort, franchement. Franchement, C'est Todd, par exemple, vous êtes gauche, hein, comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs. Bref, c'était une remarque un peu inutile et qui est fausse. Par contre, il y a tout un tas d'abrutis à gauche qui pensent qu'ils ont une démarche scientifique et qui écrivent de la merde. oui, mais peut-être que, tu vois, on a mal compris parce que l'opinion, est écrite bizarrement, donc c'est peut-être un autre chose. C'est peut-être un cucurbitacé ou un quelque chose d'autre. Donc le truc, alors moi, j'en suis à penser de nos jours, plus je lis sur le wokisme, on est dans le domaine de la croyance. On est dans ce que je vais appeler les néo-religions. On est sur des gens qui, de la même manière que les religions classiques, vont rejeter la rationalité, vont rejeter la réalité et assener une vérité révélée. Ce n'est pas ma biologie qui m'assigne mon genre, c'est une construction, je choisis qui je veux, qui je, qui je veux être. Bon, OK, tu as le droit de croire ce que tu veux. Le danger, comme toute croyance, c'est quand cette croyance commence à envahir l'espace public et à vouloir imposer aux autres sa vision du monde. Si tu veux croire que le monde a été créé par des extraterrestres en peau de lézard et qui passent dans des trous de verre et en chevauchant des Godzilla, c'est ton problème. Par contre, viens pas me dire: «Toutes les bouches d'égout sont des temples sacrés pour Godzilla et il faut passer à 12 mètres et donner ton obol». Ça, non. Chacun ses délires et donc Alors, le des fois, j'ai l'impression que Pedro, il écoute pas un truc qu'il a la matinale et les émissions de fréquence populaire. Il devrait, ça l'instruirait. Il y a un Bord Gérard qui nous écrit: «Le wokisme, la maladie infantile du communisme», dixit Lénine. Donc, eh bien, on en a déjà un petit peu parlé, Pedro, mais là, je suis évidemment à 100 d'accord avec Pedro. Mais en quoi c'est une religion? Eh bien, c'est parce que le wokisme, comme les délires néoconservateurs et le conservatisme extrême, les 2 nous viennent d'où? mais non, Ils nous arrête viennent d'être attends, attends. Non, arrête non, d'être non, anti-américain, c'est pas franchement. anti-américain, ils nous viennent des États-Unis. Mais non, mais Parce là, tu vois, que tu tombes dans ton anti-atlantisme primaire. non, Pedro. Toutes les conneries ne viennent pas des États-Unis, elles viennent parfois des États-Unis d'Amérique. Et donc, les États-Unis ont une vision d'eux-mêmes qui est messianique. C'est la nation utile. C'est la destinée manifeste qui a fait qu'ils ont conquis ce qu'ils ont conquis et qui a porté la logique politique des néoconservateurs. Après l'Amérique du Sud et l'ensemble de l'Amérique, et puis maintenant le monde. Enfin, c'était les néoconservateurs. Bon, j'espère que cette administration est en train de sortir, parce que ça ne fait que des guerres. Bon, mais c'est une vision messianique. D'ailleurs, la religion aux États-Unis est extrêmement présente. C'est In God We Trust. C'est pas la France. Et donc, ils ont un mécanisme de pensée qui est messianique. Leurs prêches sont très messianiques, quelles que soient les religions. Ils ont, encore une fois, une vision d'eux-mêmes messianique. Et c'est pour ça que c'est un pays où d'où vient le alors que c'est un grand pays scientifique, un grand pays d'ingénieurs, c'est de cet endroit du monde que vient la défiance messianique envers les sciences. À droite, comme à gauche. Alors à droite, ça va être tous les trucs délirants sur les dinosaures n'existent pas, heu, le monde a été créé en 7 jours par un barbu dans le ciel, au point où ils l'enseignent dans la moitié des États à égalité avec le darwinisme, hein. Faut même en Iran, je crois qu'ils font pas ça, hein, pour comparer. Et c'est le même pays d'où vient ce messianisme wokiste anti-science. Ce que dont parlait Pedro, la négation de la biologie. Non, il n'y a pas de biologie. Je me considère comme une plante verte, homme-femme, mi-homme, mi-femme, monsieur, madame. Il y a pas quelqu'un qui avait dit aussi que les mathématiques, Et c'était raciste? si, si, c'était des gens, mais ça venait de là-bas. C'est des trucs loufoques.
parce qu'ils ont une logique messianique et donc religieuse. Et c'est pour ça que le wokisme, on l'a vu dans de nombreuses facs américaines, s'est développé, puisque tu as parfaitement raison, Pedro, on en a parlé déjà ici, avec des caractéristiques de secte, de religion. Ils parlent au monde, ils se parlent à eux-mêmes et ils combattent leurs adversaires comme a fait un mormon ou un prédicateur presbytérien. C'est la même manière, c'est la manière de fonctionner pour beaucoup d'Américains. C'est Et malheureux d'ailleurs, ils et promettent l'enfer à ceux qui ne croient pas comme eux. cette forme religieuse et c'est pour ça qu'ils comprennent rien. Ça, c'est tout à l'heure, quelqu'un l'avait écrit dans le film. Ils comprennent rien à la laïcité à la française. Pour eux, c'est une religion. Parce qu'ils ne voient la contradiction que comme une autre religion opposée. C'est pour ça que ça crée des gens aussi hystériques et violents dans la rue, parce qu'ils ne sont pas dans une logique de discussion, ils sont dans une logique d'affrontement religieux et de vérité révélée. Ma vérité révélée est meilleure que la tienne. D'où le caractère, encore une fois, parfois très très hystérique du combat politique aux États-Unis. Et qu'on est en train d'importer. Voilà. Et c'est un drame. Mais on va essayer de recevoir justement l'auteur pour qu'il nous en parle. Il faut comprendre aussi qu'une des forces du wokisme, et c'est pour ça que l'analogie avec la religion est importante, c'est que c'est des gens très actifs qui ont réussi à s'infiltrer dans beaucoup de groupes, et je pense par exemple au groupe LGBT et cetera, pour imposer leur vue avec une logique donc douce de l'agneau qui arrive, qui est volontaire, pour après transformer ça souvent en dictature complète, et ceux qui sont d'accord, tout va bien, mais ceux qui ne sont pas d'accord sont cloués au pilori, et donc avec cette logique de la cancel culture qui, concrètement, n'a rien à envier soit au macartisme, soit même à l'inquisition. C'est-à-dire qu'on a cancel des gens parfois de manière complètement absurde, alors qu'ils avaient rien fait. Tony Et Steele on nous les a écrit jamais comme on excommuniait. le wokisme est une version états-unienne du gauchisme. Et CNR nous écrit le wokisme, c'est une dérive du libéralisme déguisé en gauchisme à l'encontre du matérialisme dialectique et historique. Donc maintenant, je sais que c'est Plekhanov qui se cache derrière CNR soviète. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit que ça représente une minorité de gens, mais très actifs. Alors il faut toujours se méfier, un peu comme les frères musulmans, des minorités très actives parce que ça, elles arrivent justement à imposer leur vue, hein, à tout le reste, et donc parce qu'ils sont violents, foncièrement violents. L'interdiction, la censure, il y a toutes les caractéristiques, des mouvements fascistes qui ont traversé, les derniers siècles. Il y a Ah oui, c'est et une vérité révélée, ils ont raison, les autres ont tort. Voilà. C'est pas la démocratie, c'est je vous emmerde, ma vérité est la seule qui est la bonne. Léonard Michalon nous écrit le wokisme est une manière de dévier les luttes sociales en lutte sociétale. Bah oui, c'est très très bien fait. D'ailleurs, on a un peu dévié parce que tu voulais parler du livre qui a été interdit. Enfin, qui n'est pas interdit, mais qui a subi une censure bizarre et qui n'est pas publié. Mais je crois qu'on reviendra avec les auteurs, non? C'est ça? oui, tout à fait, avec On l'auteur. en parlera un peu plus en détail à ce moment-là, peut-être, non? Tout à fait. Ok. Alors, il y avait autre chose, un autre sujet, que je voulais évoquer avec toi, donc qui est ce qui se passe à la Gaieté Lyrique. Donc la Gaieté Lyrique, qui était, une salle culturelle. Excuse-moi, mais bon, il y a Marie-Laure qui nous dit: «Franchement, les évangélistes, c'est des tribus de Debs». Ils étaient en forme ce matin, dis donc. Allez, pardon, Donc Pedro. voilà, un mois, il y a on se retrouve avec la Gaieté Lyrique, donc qui était un haut lieu culturel dans Paris, qui, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais s'est retrouvé, occupé par, des jeunes migrants, et avec toute une complexité, et donc potentiellement la disparition de l'espace, pas de solution pour ces jeunes, un bordel, récupéré par certains qui veulent instrumentaliser la pauvreté pour faire passer un message sans vouloir forcément régler leurs problèmes.
et on se retrouve comme à chaque fois, ce qui arrive très souvent avec, les camps, démantelés ou pas, un nombrio un imbrigu ah oui, un imbroglio entre, la ville qui dit: «C'est pas moi, c'est l'État», l'État qui dit: «C'est pas moi», les a certaines associations qui veulent aider sincèrement et d'autres qui sont très contents que ce soit le bordel pour dire: «Ah regardez, l'État est raciste, l'État est méchant, l'État machin». Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Le truc, drôle et tragique, c'est qu'on en a déjà parlé ici, la gaieté lyrique et faut vraiment changer ce décor parce que j'arrête pas de voir des gens qui avancent vers moi à l'écran, c'est horrible avec ce métro. Et j'avais changé, je sais pas pourquoi c'est repassé, voilà. Et c'est gentil ça. Mets-nous un peu de verdure, Pedro. Ouais, la gaieté lyrique, mais c'était un haut lieu, de la gauche, pro-immigration. Soutien, ce qui est tout à fait légitime, pour certains, soutien des immigrés en difficulté, bon, avec des expositions sur, les immigrés, sur, je actuels. Bon, ça super. Voilà, puis ils ont été occupés, par une bande de jeunes, immigrés, principalement venus d'Afrique subsaharienne, heu, qui se sont dit: «Bah, il y a des gens qui nous soutiennent, autant s'installer là». Sauf que, voilà, conflit et puis ça dure. Donc la gaieté lyrique ne fonctionne plus. Donc ce qui est amusant, c'est que toute une série d'expositions assez gauchistes sont déprogrammées, annulées ou, reportées. Voilà. Et en fait, la présence où ils ont essayé de travailler ensemble dans une logique, altermondialiste complètement claquée au sol pendant quelque temps, mais ça n'a pas marché parce que, bah, c'est devenu un squat géant, pour tout un tas d'immigrés clandestins qui s'installent, et de plus en plus nombreux. L'intérieur est très dégradé et là, même les plus gauchistes, de la gaieté lyrique en ont eu marre parce qu'il y a eu, un début d'incendie. Voilà, parce que, bah, c'est n'importe quoi, tout un tas de gens qui vivent en tas, là où c'est pas prévu, qui cuisinent, bon, bah, au bout d'un moment, je crois c'était pas un incendie volontaire. Et en plus, donc oui, pardon, c'était pas un incendie volontaire, mais bon, voilà, c'est plus du tout tenable, même pour eux. Donc ils se retrouvent, dans ce que critiquaient, enfin, dans ce qu'expliquaient certains. Ouais, c'est sympa, d'aider les gens, mais ils doivent suivre certaines règles, et puis ils peuvent pas, voilà, si tu leur prêtes une pièce, ils peuvent pas envoyer à tout ton appart. Puis après, décider de changer les règles et puis de foutre le feu. Même les gens les plus mieux intentionnés, ça va pas leur plaire. Et en plus de ça, ça crée un chaos, assez, massif dans le quartier. Et il y a eu un reportage qui a été fait. Alors encore une fois, c'est l'affrontement, des idéologies, qui sont portées par les chaînes. Alors, je t'avais envoyé ça, c'est relaté par un journaliste de CNews évidemment, mais il nous parle d'un bistrot qui est en face et qui est dans une situation catastrophique. Un bistrot qui a été pris récemment, devinez par qui? Par une femme d'origine algérienne et par, son mari d'origine malienne. On n'est pas dans le Gaulois, heu, de la division, SS Charlemagne, hein. Plutôt dans, bah, les des descendants ou des immigrés récents totalement intégrés à la française, qui travaillent, qui tiennent un bistrot. Voilà, c'est sympa pour tout le monde. Eh ben, ils se retrouvent, avec des dettes pas possibles, des gros problèmes, de sécurité, des agressions, contre leurs clients qui viennent de moins en moins. Donc leur dette, s'accroît, de la casse, des insultes permanentes, des menaces de mort, des menaces de viol. Voilà. Sympa. Ah, encore une fois, pour que ce soit bien clair, ce sont des gens qui travaillent et qui eux-mêmes sont d'origine, immigrée ou directement immigrés, algériens et maliens. Et donc là, on a l'exemple idéal typique de la stupidité de certains gauchistes. On est dans c'est l'extrême gauche du capital. C'est l'importation, de travailleurs, au mieux de travailleurs, surexploités, et au pire de gens qui pourront jamais s'intégrer, qui sont là pour occuper avec aucun projet de vie à part squatter à l'infini. Voilà, heu
récemment, il y a une tentative de conciliation, mais c'est la ville de Paris qui a été éjectée. Et la seule solution qui leur passe par la tête, c'est, alors on est chez les plus extrémistes des gauchistes qui ne l'ont pas vécu ceux qui sont à l'extérieur, hein, qui ne sont pas dans la gaieté lyrique, il faut leur trouver des logements. Pourquoi? Il faudrait trouver des logements à des criminels, des gens qui menacent, bon, c'est la solution. Voilà, moi je pense que la solution, c'est qu'il faudrait envoyer les GIGN et dégager tout le monde. Et arrêter d'être un État stupide, où on peut marcher sur la tête des gens, de l'État, des municipalités sans problème et donner un exemple. Parce que les exemples, ça s'entend. Et donc, donner GIGN, Mmh. dégager tout le monde, et si ça doit passer par des coups de matraque, eh ben ça passe par des coups de matraque. Moi, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois contre des étudiants, je vois pas pourquoi ça se ferait pas contre des gens qui, pour le coup, juste détruisent l'outil de travail, détruisent un espace culturel, empêchent que des productions se fassent. En plus, des productions gauchistes, imagine, mais je suis un horrible fasciste, je voudrais que les productions gauchistes puissent s'exprimer et empêchent les gens autour, eh bien, d'avoir une vie normale et de travailler. C'est pas Ah, possible, en fait. Il y a un moment alors moi, donné, je mettrais un bémol à ce que tu dis. tu C'est-à-dire as que le droit de mettre un bémol. je pense qu'un Tu une mettrais de la certaine mousse partie sur de ces la jeunes matraque? migrants sont instrumentalisés par certains, c'est ce que j'évoquais au début, qui n'ont pas intérêt, qu'ils s'en sortent, mais qui trouvent très convenable de pouvoir avoir ça pour montrer et pour pousser leur propre agenda. Et donc, on est parfois face à une situation où, comme tu dis, on va faire des demandes extrémistes en sachant qu'elles ne pourront pas être obtenues pour dire: «Regardez, il y a aucune solution», alors que d'autres, heu comment ça s'appelle? D'autres solutions sont possibles. Alors, j'ai une remarque, on a une remarque dans le coup Stinger. Tout à fait juste. Pas besoin de préciser leurs origines. Un Français qui travaille, on s'en fout d'où il vient. Puis d'ailleurs même pas un Français, un immigré, légal, et où il va tant qu'il ne trahit pas ni la France, ni l'esprit français et les principes républicains, pour rajouter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, article 1. La France est une république, sociale, démocratique, laïque, où la distinction, avec les êtres humains ne se Et fait pas une et sur le indivisible. une et indivisible, et la distinction ne se fait ni sur la race, ni sur le genre, ni sur la religion, ni l'ethnie supposée. Exactement. Sauf qu'on a, et c'est ça le drame, et c'est pour ça que je parle de nos origines en coup. C'est parce qu'on a une partie de la gauche, que je ne considère pas de gauche, qui a remis sur le devant de la scène la question de la race, parce qu'ils sont mangés au mythe par la gauche américaine, pour qui c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est un autre pays, un autre fonctionnement, que c'est le communautarisme, mais c'est pas notre cas. Nous, la gauche a combattu pendant plus de 150 ans pour enlever le concept de race du débat public. Là, c'est la gauche, enfin une partie de la gauche qui le ramène, et n'arrête pas de parler de ça. Ils veulent même des statistiques ethniques pour montrer que tout va mal. Eh ben, nous, on fait régulièrement le contraire. Il y a énormément, et si ce n'est la plupart, des gens d'origine immigrée, qu'ils soient algériens, marocains, maliens, chiliens, brésiliens, serbes, ce que vous voulez, qui bossent, qui tentent de s'intégrer, si c'est pas eux tout de suite, par leurs enfants, par l'école, de travailler. Et c'est pour ça que c'était intéressant. Parce que comme les autres n'arrêtent pas d'ethniciser le débat tout le temps, eh ben, on est obligé de dire: «Eh, vous savez qu'il y a plein de gars qui sont d'origine, maghrébine, algériens, qui sont, flics, capitaines de police, médecins, dentistes, chefs d'entreprise, pilotes de ceci ou de cela, qui réussit, ou ouvriers, mais qui travaillent bien de leurs mains, boulangers, bouchers, plein, en fait, on en voit tous les jours. Et donc, les autres ethnicisent en disant: «Ah, on est méchant avec les gens qui viennent du Maghreb et d'Afrique». Ben non. Et en fait, juste ces petits cons-là, qui sont des petits criminels, font chier, entre autres, des gens qui travaillent et qui, ce fait, sont aussi d'origine, immigrée africaine. Bah, Mmh. puisque les autres aiment à le souligner, et d'ailleurs aussi les gens d'extrême droite, hein, je parle de l'autre camp, du côté des zémoristes et tout ça, eux, ils parlent tout le temps des immigrés d'origine africaine ou, du Nord ou subsaharienne comme étant, des voleurs, des parasites, des gens qui sont RSA et qui foutent rien. Ouais, c'est pas vrai non plus. En fait, vraiment, il faut qu'on débarrasse le débat public de ces 2 cancers. Un, le cancer gauchiste qui ne voit que, des malheurs chez les immigrés, et le cancer de l'extrême droite qui ne voit que, des voyous partout. Voilà. Mais en l'occurrence, ceux-là,
Il faut vraiment envoyer, moi je pense que je ne suis pas d'accord avec toi, Pedro, il faut leur envoyer les GIGN dans la gueule et les dégager de là. Oui, oui, après je connais pas la situation particulière de ceux-là, mais je sais que souvent malheureusement, on l'a vu, certaines associations instrumentalisent, les, certains migrants pour en leur faisant miroiter qu'ils vont obtenir des trucs et souvent c'est pas le cas. Je me rappelle, alors c'était ma mère qui avait, aidé, justement à l'époque sur cette question-là, donc elle habitait à Cachan et à Cachan, il y avait un crous qui est abandonné, qui avait été, le plus grand squat de France et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où, ils ont commencé à essayer de trouver des solutions parce que beaucoup de familles qui étaient dans ce crous-là, travaillaient donc c'était vraiment des gens sans c'était un squat plutôt qu'un campement de migrants, mais souvent avec une population immigrée importante. Ils ont commencé à recenser les gens et ils se sont rendus compte qu'il y avait des dérives, en particulier un racisme communautaire et ce racisme communautaire faisait que, par exemple, les Maliens s'inscrivaient, enlevaient les Algériens enlevaient les Maliens et ainsi de suite et en gros, ils arrivaient jamais à avoir une liste réelle des gens et parfois il y avait des gens qui étaient ajoutés qui étaient jamais allés dans le squat. Parce que comme il était question de donner des logements, d'un seul coup, tu avais dans les comptages, tu avais, je sais pas, 700 personnes et d'un seul coup, tu te retrouvais avec 1 400 dont certains même vendaient la présence sur les listes et donc ça avait été très compliqué parce il avait fallu régler la question du racisme communautaire parce que le racisme existe aussi entre les différentes catégories d'émigrés. C'est un angle mort qui n'est jamais évoqué, par, une certaine gauche en partant du principe que tous les immigrés sont tous oppressés et s'aiment tous entre eux. C'est pas le cas. Hem et donc il y avait toute cette problématique-là et on se rendait compte que, bah, il si on voulait vraiment régler les problèmes, il fallait traiter le problème à la racine. C'est-à-dire déjà identifier qui étaient les gens qui vraiment étaient là et qui avaient un métier et tout, qui étaient facilement réinsérables puisqu'ils bossaient tous les jours, mais ils n'avaient pas pu avoir un logement et donc ceux-là avec des familles qui étaient prioritaires et les autres, les opportunistes et cetera et ça avait été un énorme travail parce qu'il y avait beaucoup de gens et on voyait qu'il y avait, tout un truc parce qu'au moment où ça a dit que ça allait être réglé, bah, bien sûr, voilà. Mais ce que je me souviens surtout et à nouveau, c'était dans un crous qui avait été abandonné par l'État et à chaque fois, c'est l'abandon de l'État qui crée ces situations-là. Si on laissait pas, porte de la Chapelle ou je ne sais pas où, s'entasser des migrants pendant des semaines et des semaines, ou même maintenant, on voit, il y a des bidonvilles dans Paris, hein, quand même. C'est une réalité, en particulier créée par la population rom, autour du périph', sur les autoroutes. Il y a des vrais bidonvilles. Il y avait pas de bidonvilles avant, dans Paris et on les laisse. On attend des mois et des mois. Normalement, on devrait, dès l'installation, le lendemain, on arrive et on les laisse pas et généralement, au bout de la 3e fois, les mecs, ils recommencent pas. Mais si on les laisse 1 an, 2 ans et qu'après on les déloge, ils vont juste à côté et qu'on attend encore 1 ou 2 ans, on réglera jamais le problème. Ouais. Dankou Stinger qui nous écrit pour le racisme au sein des pays africains. Il faut voir comment ça a gueulé quand Miss Algérie oui, était jugée trop noire pour les Algériens. Ou Hypatie qui écrit combien d'Algériens et Algériennes m'ont dit je n'aime pas les noirs, moi. Oui, en fait, c'est ça le problème. C'est que quand on rentre dans une logique communautaire, mais il n'y a pas d'amour nécessairement entre asiatiques et africains, entre maghrébins et entre musulmans chiites, musulmans sunnites. Ça se passe pas toujours bien en fait. Et d'ailleurs, c'est même assez violent, y compris entre des gens qui sont par exemple d'Afrique de l'Ouest. Un Sénégalais, un Camerounais, ça peut mal se passer parce qu'ils ne s'aiment pas, ou un Maghrébin, chez les Maghrébins. Hein, c'est ça, on voit en ce moment, entre un Marocain et un Algérien ou un Tunisien, ça peut mal finir. Oui, c'est complètement débile. Et je suis d'accord avec tout ce que vous avez écrit. Raciser, c'est raciste. Parler de raciser, c'est du racisme. Tout ce qui est racialiser le débat public, mettre de l'ethnie, monter les communautés les unes contre les autres, ne mène qu'à la catastrophe, y compris entre communautés. C'est d'une stupidité sans borne. C'est pour ça que la seule bonne attitude, c'est le respect total de l'article 1er de la Constitution.
Maintenant, il y a un autre problème, c'est la question du squat en France. Bon, ouais, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on en parle, mais c'est un vrai souci. Quand on explique en n'importe quel pays, hein, en Russie, en Chine, aux États-Unis, en Italie, la loi en France, les gens, ils ne croient pas, en fait. C'est-à-dire que si vous avez un appartement ou une petite maison que vous êtes en train d'acheter et que vous partez et que quelqu'un rentre dedans, bah, pour les sortir, c'est très compliqué en France. Alors au Brésil, il y avait une loi comme ça, Et ça, c'est un truc qui est, on peut pas amener la police. Bah, c'est la personne habite dedans et elle a des droits. «Mais c'est ma maison, j'habite dedans». Bah, je suis très étonné que ce genre d'histoire finisse pas plus, les gens sont très, très policés, hein, ça finisse pas plus à la baramine ou au fusil. mmh, j'ai D'ailleurs, j'ai j'aimerais bien voir une vraie famille de gens du voyage qui possèdent une maison, quelqu'un qui rentre dedans et dit: «C'est chez moi». Je pense que ça tient 15 minutes. Et ouais, ils mais auront bien raison. C'est chez eux, on va pas squatter chez les gens comme ça. au Brésil, une des raisons de l'émergence des constructions illégales, alors ça avait été créé au moment parce que le Brésil, l'Australie, et même les États-Unis, c'est des pays pionniers. Donc c'était des pays où il y avait beaucoup de terres qui appartenaient à personne, du moins. Elle appartenait aux Indiens, mais c'était considéré pendant très longtemps comme personne. Et donc il y avait une loi dans ces pays-là, du moins un héritage qui était, en gros, si tu arrives quelque part, tu montes tes 4 murs, si personne t'a empêché de monter 4 murs, bah, c'est à toi. Et donc ce qui a fait que c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans tous ces pays, du nouveau continent avec des gens qui, construisaient et c'est très net dans les favelas, des maisons le plus vite possible parce que dès lors que tu as les 4 murs, ça y est, c'est fini, c'est à toi. Oui, mais Si bien s là, c'est encore autre chose, là, c'est pas chez quelqu'un d'autre. Bah, ça dépend, ça peut être sur un terrain si tu veux, Oui, OK, le terrain, mais vraiment rentrer chez toi où tu habites, c'est dingue. mais C'est-à-dire, justement, j'aime bien maison. Une nuit en Corse, ils ont juste lâché des abeilles dans la maison. Le squat n'a pas duré. Moi, je mettrais des guêpes ou des frelons, ça ouais, mais les frelons asiatiques, c'est encore, rien privilégier compliqué, non, mais les l'immigration. gens meurent avec les frelons asiatiques. Non, mais des guêpes, ça agace les guêpes quand même. Non, tout à fait. Non, mais ou des punaises de lit, personne n'a pensé à ça. Tu balances, tu sais, des un seau de punaises de lit comme ça, je crois que les mecs, ils partent tout de suite, tu vois? Ouais, mais après ta maison, tu peux la flamber, donc ça sert à rien. Oui, mais bon. Mais tu sais que, en Australie, par exemple, dans certains pays tropicaux, les gens ne viennent pas squatter les vieilles demeures. Très rarement, parce que généralement, il y a des bêtes, tu vois, un peu mortelles, genre des scorpions, des araignées, des trucs comme ça. Donc tu évites de rentrer, tu vois? Tu tout de suite, ça te calme, hein, tu vois? Mais bon, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur la question du squat en France. On ne sait pas traiter. On ne sait pas traiter assez vite. Alors oui, il faut protéger les locataires qui ont des difficultés à payer et on a une vraie crise du logement en France où le logement est trop cher à l'achat et à la location, ça c'est une réalité et beaucoup trop cher par rapport aux revenus des Français. C'est-à-dire que le poste logement, ça devrait représenter 15-20 maximum du salaire. Aujourd'hui, ça représente, dans la plupart des ménages, quasiment 50 si ce n'est plus du salaire, malgré les aides et cetera. Donc à un moment, c'est important, justement de traiter cette crise du logement. Mais de l'autre côté, on ne il est anormal de laisser des gens profiter, de ne rien payer et de pouvoir rester à vie, dans ces zones-là. Donc voilà, donc c'est vrai Moi, que je propose qu'on fasse une liste de tous les artistes, bien pensants qui expliquent toujours aux autres qu'il faut que les gens viennent, chez eux et on organise un squat dans leurs apparts et les gens sont bien logés, ils sont dans le 8e, dans le 16e arrondissement, dans le 1er, dans le 7e, ça se passera bien, je pense. Moi, je trouve ça très, très drôle. Débarquement chez Muriel Robin avec 20 immigrés. Tiens, un jour où elle est pas là, force la porte: «Désolé madame». «Non?» «Non». Je suis un peu remonté et ça m'énerve parce que c'est de la mise en conflit, dans notre société, c'est insupportable. ouais, alors je vois, Alad qui dit, «Il y avait un squat à côté de chez moi, les dealers les ont virés au cocktail Molotov». Mais en fait, ce que vous dites est intéressant pour une autre raison. Partout où l'État recule, Oui, c'est la criminalité qui généralement reprend le rôle de l'État. Et dans beaucoup de cités où il y a des gros trafics de drogue, et ben, paradoxalement, c'est pas les cités où il y a le plus de problèmes. Pourquoi? Parce que
les troubles, c'est mauvais pour le business. Les troubles, ça ramène la police. Les troubles donc en fait, on se rend compte qu'il calme et généralement et c'est là aussi, ça c'est valable dans les bidonvilles à Rio, mais c'est aussi valable ici dans les cités. Bah, quand, la mère de je sais pas qui a besoin d'argent pour un traitement, bah, le dealer du coin parfois il l'aide. Il aide parce qu'il sait qu'il s'achète une nourrice, il s'achète une fidélité et donc lui, pour lui, c'est pas grand-chose, mais il arrose comme ça. Comme l'a fait pendant des décennies la mafia. Faut savoir, moi j'avais lu, ça, c'était en Italie, au moment du premier confinement, quand des commerces étaient en très grande difficulté, que les banques en Italie, ne voulaient pas prêter de l'argent à ces commerces pour qu'ils survivent, bah, les mafieux sont arrivés et ont commencé à donner de l'argent et à dire: «Gardez, on vous demandera rien». Bon, c'est très bien qu'un mafieux qui vient et qui vous dit: «Prenez l'argent, donnez, il y aura rien». Généralement, il y aura toujours quelque chose. Mais pour certains, beaucoup de commerçants italiens ont accepté parce qu'il en allait de leur survie. Et tout ça parce qu'à nouveau, si l'État est pas présent, bah, il est remplacé par un para-État, en l'occurrence la criminalité. Donc c'est pour ça que il faut toujours lutter contre le recul des États, parce que quand il y a pas d'État, bah, c'est la porte ouverte à tout. Et je pense que réellement, Très juste. la raison des squatteurs, pourquoi c'est compliqué en France? Parce que la justice met très longtemps à traiter, parce qu'on a une justice en faillite, parce que les flics ont pas que ça à faire que de virer les gens, parce qu'ils sont en sous-effectif et donc c'est l'ensemble du système qui est défaillant. Donc au final, on pousse, heu, le problème et on se dit: «Oh bon, tant pis, c'est un propriétaire, il avait qu'à se prendre une assurance» et Lizzie Lindsay a raison, à mon avis, l'État recule parce qu'on évolue de plus en plus vers une civilisation de seigneurs de guerre à cause de l'appauvrissement général, le sous-développement vers laquelle on va. Alors, c'est pas des seigneurs de guerre, mais c'est quasiment pareil, sauf que c'est à l'époque moderne, c'est une oligarchie. Et le problème de la fin de la souveraineté, c'est qu'in fine, c'est du transfert de souveraineté, non pas seulement à des institutions supranationales comme l'UE ou l'OMC, on en parle régulièrement, mais on le répète encore, c'est du transfert de souveraineté à des oligarchies. Donc l'État se délite, tous les organes de l'État se délitent, que ce soit ceux de la sécurité sociale, des hôpitaux, des écoles, mais aussi de la sécurité des forces de l'ordre. La conséquence, c'est que voilà, on a cette logique de, de prédation qui s'installe à tous les niveaux de la société. oui, tout à fait et c'est intéressant, là, quelqu'un cite l'exemple des yakuza qui ont prospéré après la deuxième guerre mondiale, mais c'est aussi la question de la mafia russe. L'effondrement de l'Union soviétique ou même, par exemple, dans les pays des Balkans, l'effondrement a permis l'émergence de ces para-États qui remplaçaient l'État Mmh. et après, effectivement, le retour de l'État, que ce soit en Russie ou d'autres, bah, d'un seul coup, ça a poussé ces gens dehors et c'est pour ça qu'il y a pas de ministère. On ne peut pas régler le problème de la criminalité, de la petite délinquance et cetera, avec un État faible. On ne peut régler que même chose, les migrants dans la rue, c'est parce qu'il y a un État faible. Parce qu'on les a laissés rentrer, parce qu'on ne sait pas s'en occuper, parce qu'on ne sait pas démanteler des camps rapidement et que voilà, il n'y a pas de donc vive l'État fort, vive Georges Renard Kuzmanovic 2027. Ah, tu étais pas prêt à cette réplique. Bon, plus sérieusement, non, il y a pas de mystère, hein. Il faut vraiment, i on peut pas régler on peut régler les problèmes, de manière, individuelle, un coup comme ci, comme ça. Si on veut traiter le problème de fond, faut que l'État redevienne au centre du jeu. C'est valable dans l'éducation, dans l'industrie, partout. Est-ce que Georges, tu as un mot de la fin? Puisque je crois que j'ai épuisé tous les sujets, sauf si j'en ai oublié un. Non, ce serait bien. Et comme ça, à 11h45, pour ceux qui sont encore là, je programme sur la chaîne, vous aurez la première de la pre de notre salon de l'agriculture. On a fait des supers interviews. On voit On avait comme sujet qu'on mmh, n'a pas évoqué euh, le, ce qui est présenté comme un revirement de Donald Trump sur l'aide américaine. Mais on reviendra dessus amplement, on en parle à différents endroits, donc on va pas que parler de ça tout le temps.
Ah oui, mais parce que j'ai lu un truc, ils re-aident maintenant. Ils aident plus, ils aident un jour ils aident, un jour ils aident De toute plus. façon, l'armée ukrainienne a 3 mois de stock, de ce qui a été déjà fourni. Donc, le problème de l'approvisionnement, c'est dans 3 mois. C'est pas un truc à flux tendu non plus. C'est pas totalement à flux tendu. Mais ils remettraient le renseignement américain. Euh, je voilà. On reviendra dessus, mais je pense que ça fait partie des négociations et des peu de leviers dont disposent les États-Unis dans la grande négociation qui est en cours avec les Russes. Bien évidemment, les Russes ont annoncé avant, mais ça a été déjà répété par Lavrov et quelques autres porte-parole, qu'il n'y aura pas de ça ne les intéresse pas. Oui, une trêve, c'est la fin ou pas Cessez-le-feu la fin. ne les intéresse pas dans ces conditions. Heu, voilà. Mais alors moi, j'ai une question à te poser. Je l'ai posée à Fadi Kassem, mardi. Mais est-ce que tu penses pas que pour, des questions de politique intérieure, si Donald Trump résout le conflit trop rapidement, il ne pourra pas capitaliser dessus pour les midterms? Or, on voit qu'il y a pas mal de remous à l'heure actuelle dans l'économie américaine quand même et la bourse a vachement dévissé. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à résoudre doucement pour pouvoir, parce qu'une résolution trop rapide, il pourrait pas assez capitaliser dessus? Parce qu'il a quand même dans 2 ans les tu vois? Non mais bon, je pense qu'on va faire un autre sujet, parce que je vais faire un ligne de front sur, qu'est-ce que veulent les Russes, pourquoi veulent les Russes. Pedro, l'influence américaine sur la fin du conflit est proche du zéro absolu. Il y a pas de levier. Pour la raison, est simple, c'est que, le conflit en Ukraine est existentiel pour l'État russe et que, son économie tient et que ses relations géopolitiques sont, au beau fixe, et qu'il gagne, sur le terrain. Donc soit les occidentaux, enfin les Américains, mais aussi les occidentaux, parce qu'il n'y aura pas d'accord avec si les Européens continuent à, alors qu'ils sont dans l'OTAN comme les États-Unis, il n'y aura pas d'accord s'il y a un accord avec les États-Unis et que les Européens n'acceptent pas. Donc la condition est posée par les Russes, elle est limpide. Il n'y a pas de, ils veulent les 4 oblasts qu'ils ont considérés déjà comme constitutionnellement russes. Ça implique que l'armée ukrainienne se retire des zones qu'elle contrôle encore de ces oblasts, et en particulier des villes de Kherson, qui est de l'autre côté du Dniepr, et de Zaporizhzhia. Voilà. Ça, c'est un. Deux, qu'il y ait une déclaration de neutralité, qu'elle ne rentrera jamais dans l'OTAN, mais que ce soit écrit dans le marbre, et qu'il n'y ait pas d'armement pendant la phase de négociation. On en est très, 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 très loin. Donc, le conflit continuera, et contrairement aux espoirs de Donald Trump, euh, ça prendra du temps. Donald Trump, son problème, Pedro, pour les midterms, c'est de trouver une solution au prix des œufs. Alors, on avait parlé ici, hein, c'est le problème de l'inflation en général, mais en particulier sur les œufs. C'est ça son problème. Les midterms, pour Donald Trump, ce qui va se passer en Ukraine n'a aucun effet. Et aucun. Zéro. Alors moi, j'ai une vraie question parce que là, tu viens de poser un sujet existentiel qui résonne avec tout ce qu'on a dit de l'importation du wokisme. Est-ce que la pénurie d'œufs, aux États-Unis n'est pas liée au fait qu'ils en ont coupé trop? La quoi? La pénurie d'œufs aux Ah, États-Unis, voilà. C'est le mot spirituel de la fin. oh là là. Alors OK. Ouais, je suis désolé, tu vois? C'est parce qu'on a parlé de la gaieté lyrique, j'ai Bon, failli alors le mot de la fin, c'est si vous êtes tous là, c'est s'il vous plaît, allez, liker, quoi? partager. Liker et partager, mais spécifiquement, s'il vous plaît, essayez de vous abonner à, Fréquence, Populaire Médias sur Telegram. Voilà, parce que vu le nombre de gens qui nous suivent et qui regardent nos émissions et qui regardent la matinale, vous êtes une proportion très faible à nous suivre sur Telegram. Je vous le dis simplement, en fait, si vous vous abonnez sur Telegram, pour nous, c'est une garantie très, très forte. Vous avez même, vous pouvez suivre le lien que poste Pedro, mais vous pouvez aussi simplement écrire Fréquence Populaire dans la barre de recherche, vous allez trouver très, très vite. Euh, il y a Telegram et TikTok, mais c'est différent. Mais d'abord Telegram, ça nous permet à nous d'avoir une roue de secours. On ne dépendra pas que du YouTube.
YouTube a déjà manifesté, plusieurs fois des capacités à bloquer des gens, à interdire des chaînes. C'est pas toujours très clair et il y a très peu de recours parce que c'est privé. C'est pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est chez eux. Et donc, si vous vous abonnez, sur Telegram, il faut voir la différence quand même. Sur Telegram, on est, 510 qui nous suivent sur Telegram. Il y a 74 000 abonnés sur YouTube. Ah, il faut un tout petit peu, voilà, s'il y en a certains peuvent faire l'effort, il y en a des l'autre jour qui ont fait l'effort, voilà, de rééquilibrer. Pareil sur TikTok. Mais nous, ça nous, permet d'abord de diffuser plus, nos émissions, ce qu'on fait de fréquence, populaire et également, eh bien, à terme, j'espère dans un avenir proche de 6-7 mois, de pas être, d'être vraiment indépendant. De pas être paralysé, d'être sur différents systèmes correspondant à différents, pouvoirs politiques dans le monde. Voilà, pas être coincé avec un seul. Ne mets jamais tes œufs dans le même panier, puisqu'on parlait d'œufs. Donc, je rebondis sur ce qu'a dit Pedro. Ne Mais mettez certains n'ont plus d'œufs à mettre dans des paniers. mais nous aimerions ne pas mettre, nos œufs dans le même panier. Pour le moment, ils sont dans le même panier, donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître, à vous abonner à Fréquence Populaire, sur, Telegram et TikTok. Je vous en remercie d'avance et je souhaite à tout le monde une excellente journée. Voilà, et vous pourrez voir notre vidéo dans, allez, 10-15 minutes sur la chaîne de Fréquence Populaire sur le salon de l'agriculture. Merci à tous, Ah, il y bonne avait une super question, on répondra à ça de Wast ah oui, Techlin. Pourquoi la Russie refuse l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, mais accepterait son entrée dans l'UE? Parce que l'entrée dans l'OTAN, c'est une menace existentielle avec l'installation de bases militaires de l'OTAN, mmh. dans la zone de danger stratégique pour la Russie. Alors que si l'Ukraine rentre dans l'UE, elle sait que ça va effondrer l'UE. Ou que ça va ou de toute façon l'UE t c'est tellement inutile à part, faire de la bureaucratie, que c'est le danger existentiel si peut-être Ah que dans un il contexte peut de être tué par les difficulté normes et les formulaires. pour l'Europe de l'Ouest, dans un contexte de difficulté, d'accès au travail et à des bons salaires, si vous avez, 30 000 000, 35 000 000, on verra ce qui restera, 30 millions on va dire, d'Ukrainiens, c'est beaucoup, hein, bien formés, très travailleurs, durs à la tâche, dont le salaire moyen, est inférieur à 200 €. Mmh, je vous laisse imaginer l'effet sur le marché du travail, en Europe. Alors juste petite info, Les Russes sont pas débiles, ils ont bien vu que les agriculteurs, on n'en parle pas beaucoup ici, mais depuis l'année dernière, qu'ils soient polonais, bulgares, roumains, c'est pour ça que les pro-russes sont, en Roumanie, en Bulgarie, ailleurs, en Croatie, le président a gagné les élections, font tant de scores. C'est parce que, ils sont pas pro-russes. Ils veulent pas, que leur agriculture soit détruite, ils veulent pas des règles débiles de l'UE. Les Russes savent parfaitement que si l'Ukraine rentre dans l'UE, ça ne profite qu'à une petite catégorie, celle dont on parlait tout à l'heure, les oligarques, et va ravager le travail de tous les autres, à commencer par les agriculteurs. Donc évidemment qu'ils sont pour. Il y a que nos débiles, à Bruxelles et à l'Élysée, qui comprennent pas ça. tu n'es pas assez inclusif sur les oligarques. Moi, je pense. Voilà, allez vous abonner sur Telegram et invitez, d'autres Exactement. à le faire. En Et avant! juste une dernière petite info, peut-être que demain, il n'y aura pas de matinale parce qu'on tourne le 3e épisode C'est sûr qu'il y aura pas de matinale. Merci Pedro, il y a pas de matinale. exactement, donc elle va être déprogrammée puisque on Et a il faut dire personne pourquoi Pedro, pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison. Voilà. oui, parce qu'on va faire le 3e épisode avec un certain Manu et c'est pas Manu de l'Élysée, c'est notre Manu à nous, Emmanuel Todd et pour parler cette fois-ci, si je me trompe pas, de la France. Mais Et donc je on vous n'en donne dirai rendez-vous à très bientôt avec la nouvelle émission d'Emmanuel Todd, ouais. qui, je vous promets, risque d'envoyer du pâté, comme on Voilà dit. et qui si tout va bien sortira mardi prochain. Bonne journée à Bonne journée tous. à tous.